Amis auditeurs, bonsoir. Vous écoutez Méridien Zéro, l'émission libre et rebelle du MAS, du Mouvement d'Action Sociale, qui est donc diffusée dans le cadre de Radio Bandiera Nera, la radio italienne de Casapound. Et Méridien Zéro, comme pour la plupart d'entre vous, vous le savez, est l'émission francophone de RBN. Ce soir, une émission chargée avec un plateau que certains camarades rêveraient, je pense, d'avoir assez souvent. Que des gens très bien. Bon, là, je dirais un petit peu comme d'habitude, mais mais quand même, ce soir, on est gâtés. À ma droite, Olivier François. Bonsoir. À ma gauche, Pascal Esric. Bonsoir. Et face à moi, et avec mes deux co-animateurs en quelque sorte, et pour le cuisiner, Olivier Molin. Bonsoir. Et donc autour d'une thématique qui va porter à la fois sur son œuvre, sa vie, son œuvre, et bien sûr aussi des questions liées à la littérature aujourd'hui. Alors des émissions littéraires, c'est vrai qu'on n'a pas eu souvent l'occasion d'en faire sur Méridien Zéro. En tout cas, on en a fait, mais c'est souvent des gens qui étaient morts. C'est George Orwell, Chesterton, entre autres, Céline, bien sûr. Des vivants, on n'en a pas eu beaucoup. L'année dernière, mon camarade PGL avait invité Richard Millet à l'occasion, et on aura l'occasion d'y revenir, à l'occasion donc de la polémique qui avait suivi la publication de deux de ses essais. Et donc aujourd'hui, Olivier Molin. Donc bon, c'est pas faute d'avoir envie de recevoir des gens vivants et des écrivains vivants, mais c'est vrai que de fait nous n'en avons pas forcément beaucoup autour de nous, ou en tout cas des auteurs dont l'œuvre nous donne envie. Pour telle ou telle raison, de les rencontrer et de discuter avec eux. Alors, la tradition veut que... Enfin, la tradition, c'est un mot bien galvaudé, mais en tout cas, l'habitude vaut que nous fassions une petite biographie de l'auteur, et en tout cas de l'invité. Et là, en fait, la biographie va être très rapide, puisque si on cherche un petit peu sur Internet des éléments biographiques vous concernant, Olivier, on trouve très peu. On trouve votre date de naissance, et il se trouve que c'est la même que la mienne, et puis tout de suite vos œuvres, et on trouve pas grand chose d'autre. C'est volontairement ou c'est une... Non, c'est pas volontairement, parce qu'on maîtrise pas grand chose sur l'internet. C'est simplement que enfin, volontairement, oui et non. C'est-à-dire que généralement, je la donne pas parce que ça n'a pas grand intérêt, voilà. Mais, donc à partir du moment où je la donne pas aux journalistes, elle est pas sur le net, c'est tout. Je m'inscris en faux. Il y a quand même un épisode fameux sur le clash, je sais pas, la dispute entre... Ah oui, il y a un petit épisode qui traîne encore, en effet, qui est assez drôle d'ailleurs, puisque... Enfin, qui n'est pas passionnant non plus, mais qui était un retour de festival un peu arrosé, qui a donné lieu à quelques bagarres avec un dénommé Reza, photographe de son état. Donc ça traîne, effectivement. Il y a 2-3 trucs, enfin, il n'y a pas grand-chose. Il y a autre chose aussi pour nos éditeurs, mais on l'avait évoqué, parce que Olivier Molin, ce n'est pas la première fois qu'il parle sur les ondes de RBN, puisqu'il y a quelques années, nous avons fait une émission pour une ancienne... nos prédécesseurs. Voilà, vos prédécesseurs, qui s'appelait Derrière la porte, et où Olivier nous avait reçus d'ailleurs dans sa résidence secrète. Exactement. Et donc je sais pas si l'émission est encore disponible, mais j'aimerais quand même à ce propos rappeler aussi qu'Olivier Molin a été élu prince des poètes et roi de Montmartre. Je crois que c'était en novembre 2009. En novembre 2009, voilà, par une mystérieuse brigade du goût. D'accord, du bon goût. Du bon goût, exactement. L'émission de Derrière ta porte ne doit pas être disponible pour la bonne raison que les personnes qui faisaient l'émission à l'époque, je crois, ne transcrivaient pas, en fait, n'avaient pas les moyens de le transcrire en podcast. Voilà. Et donc, bon, c'était diffusé par RBN, mais peut-être qu'eux ont encore le fichier, mais il ne doit pas être disponible, par contre, sur Internet. Il faudra voir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et parce que l'événement a eu lieu il y a peu de temps, et que ce serait donc difficile en fait de commencer cette émission sans l'évoquer, juste une question un petit peu pour que vous vous exprimiez les uns les autres sur votre sentiment par rapport au geste de Dominique Vénère. Est-ce que vous en avez des choses à dire ? Comment est-ce que vous l'avez ressenti ?
Écoutez, moi d'abord, j'ai comme beaucoup de gens, j'ai été assez stupéfait, assez sidéré. Je pense que c'est un geste qui va laisser beaucoup de traces dans certaines consciences. Je crois il va y avoir une onde de choc qui va se répandre. C'est quand même un geste quelque part grandiose, il faut le reconnaître, qui a été évidemment incompris et qui ne pouvait pas être compris dans l'époque dans laquelle on vit, mais qui est quand même assez grandiose. C'est d'autant que Vénère parle lui-même de sacrifice. Il y a cette notion de sacrifice, il y a cette notion évidemment tout à fait pré-chrétienne de terminer en conscience. Moi, j'ai trouvé ça, je dois le reconnaître, très beau. Maintenant, évidemment, il faut avoir une pensée pour sa famille qui va, comme il le dit lui-même dans sa lettre d'adieu, qui va souffrir et puis qui aura peut-être dans quelques temps une certaine fierté. Voilà. Alors évidemment, après, ce qui était complètement délirant, c'est la réaction des médias globalement, qui comparaient ça au suicide de France Télécom, qui n'ont absolument évidemment rien compris et qui ne pouvaient en effet rien comprendre. Mais ceci dit, moi je pense qu'il y a évidemment un symbole que certains ont relevé, il y a le suicide de la civilisation, le suicide de Vénère. C'est quelque chose à mon avis qui va véritablement, et c'est certainement ce qu'il voulait, faire vibrer quelques cœurs, faire vibrer quelques âmes bien trempées et qui par conséquent peut changer les choses. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui n'aura aucune conséquence, à mon avis. Voilà. Sur le site de la revue Éléments, on a recueilli des témoignages d'écrivains, de journalistes qui étaient proches de lui, qui étaient aussi dans le même état de stupéfaction. Mais un mot est revenu, c'est pour compléter, un mot est revenu, c'est celui de la mort d'un vieux Romain. Voilà, c'est ce qui souvent est revenu et qui caractérise, je crois, ce geste. D'accord. Et le fait que parmi des gens qui peuvent nous être proches, par ailleurs, à un moment, le sentiment par rapport au geste dans l'église, c'est quelque chose. Enfin, en l'occurrence, dans la cathédrale, c'est quelque chose. Les chrétiens aient pu, comment dire, dans un premier temps, y voir un geste sacrilège, évidemment, mais je crois qu'ils se trompent. Je pense que c'est pas un geste sacrilège. C'est pas du tout vécu, comme d'ailleurs il le dit à un moment donné. Il dit, il est allé à l'endroit que ses aïeux ont bâti et que les aïeux d'avant le christianisme ont bâti aussi, puisque c'était des sites pré-chrétiens. Donc je crois qu'il n'y a pas de volonté sacrilège de sa part. Il y a vraiment une volonté à un moment donné d'être dans un lieu absolument, central et de finir dans ce lieu-là qui pour lui symbolisait certainement énormément de choses, qui symbolisait certainement la France. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait de volonté sacrilège, si vous voulez. Mais je peux comprendre, en effet, que certains chrétiens aient été choqués. Très bien, merci. Alors, donc passons à ce qui constitue le fondement de l'émission de ce soir. Le fait que vous êtes un écrivain qui commence quand même à avoir des œuvres derrière lui, parce que vous écrivez donc depuis le milieu des années 2000. C'est ça, depuis 2006. Ouais. Alors, il y a différents... en ayant discuté un petit peu avec Olivier F et Pascal. Il y a deux Olivier ce soir. Voilà, deux Olivier, ce qui nous complique tout à fait. C'est vrai qu'il n'est pas question de faire un catalogue un petit peu de vos œuvres, parce que ça risque rapidement de devenir lassant pour les auditeurs. Mais malgré tout, une présentation rapide. Est-ce que l'un d'entre vous se sent ? Parce qu'il y a quand même plusieurs moments dans ces ouvrages qu'on peut distinguer. Alors il y a peut-être plusieurs moments, mais il y a surtout une grande cohérence de l'œuvre d'Olivier Molin. Moi, j'avais fait, je parle sous le regard de notre vénéré rédacteur en chef, puisque nous avons aussi Pascal Esséric qui est rédacteur en chef d'Éléments, et j'avais fait un entretien avec Olivier Molin, je crois il y a quelques numéros. C'était un numéro il y a à peu près un an maintenant. Exactement. Et moi, ce qui m'a marqué, j'ai découvert Molin en fait en 2009, donc 3 ans après la parution de son premier livre, En attendant le roi du monde. Et ce qui m'a semblé important, c'est que c'est au fond depuis des écrivains comme Pierre Gripari. Moi, c'est la première, peut-être le premier nom qui me vient à l'esprit. En fait, on n'avait pas eu dans la littérature française ce retour de quelqu'un comme Olivier Molin qui sait construire une intrigue, qui sait construire des personnages, qui sait épouser aussi les voies du fantastique, de la drôlerie, du grotesque, de la caricature, etc. Et c'est ce que je disais dans l'article qui accompagnait l'entretien que j'avais fait avec Olivier Molin. C'était au fond, moi j'avais l'impression, d'ailleurs je ne lisais plus du tout de littérature contemporaine, que la littérature contemporaine s'enlisait
puisé à la fois soit dans une sorte de narcissisme insupportable, hein, je ne veux pas citer les noms, mais on avait l'impression alors, citons les noms, ça peut aller de, comment elle s'appelle, l'horrible femme, d'ailleurs qui s'est mariée à un moment donné, qui a été accolée à un rappeur. Alors, je me souviens plus de Christine Angot, voilà. Oui. De Christine Angot ou d'autres. Enfin, on avait l'impression que ces gens faisaient le tour de leur nombril ou allaient même plus bas. Et c'était pas très intéressant. Souvent d'ailleurs beaucoup plus bas, mettaient en scène leur vie misérable de femmes hystériques ou d'hommes à l'identité trouble. Et Olivier Molin, dans ses livres, moi, me faisait, alors que, moi, écoutez, c'est un ami d'ailleurs qui m'a mis dans la main le premier livre d'Olivier Molin et j'ai tout de suite accroché parce que il y avait du fantastique, il y avait des scènes de libation, exactement. Il y avait des scènes de libation, il y avait même des aventures, il y avait des discours aussi. Moi, je pense notamment à la fin de En attendant le roi du monde, où il y a même des rêves où on se met à rencontrer Ungen von Sternberg ou certains ou des trolls, etc. Des nains aussi dans le dernier. Des nains. D'ailleurs, il y a des nains dans le dernier. Il y a des nains aussi, des trolls, même plus que des nains, dans son deuxième livre qui est dans les évangiles du lac. Et donc moi j'étais vraiment enthousiaste de cet auteur qui ramenait en fait toute une tradition très française, qu'on pourrait citer Gris Paris, pour moi c'est le dernier, mais Marcel Aimé, sous certains aspects, avec ce fantastique réalisme, enfin ce réalisme fantastique, puisque tous les ouvrages de Molin échappent parfois au réalisme, enfin au fantastique, mais sont toujours aussi des ouvrages qui parlent de notre époque. Ça, peut-être que Olivier pourra en parler tout à l'heure. Et nous ramener aussi toute la tradition un peu médiévale, des farces médiévales, des vieux récits aussi populaires, de Rabelais évidemment. Allons-y, hein, Rabelais, Céline, Marcel Aimé, Pierre Gris Paris. Donc pour moi, Molin, ça a été ça, et ça a été ça, avant tout la bonne nouvelle. Enfin, la littérature française sort de Jean d'Ormesson, qui n'a pas d'ailleurs que des défauts, mais enfin bon, ça fait quand même, c'est une littérature pour Rombière, et surtout de Christine Angot, de Beigbeder, enfin de tous ces gens qui enlisent la littérature. Voilà. Beigbeder, on le sort par la fenêtre, oui, et il rentre par la porte, voilà, quand même. C'est vrai, puisque le dernier livre publié en poche d'Olivier Molin, Lumière du ciel, enfin l'avant-dernier livre, et en effet Beigbeder avait fait une très bonne critique. Mais bon, je n'aime pas beaucoup l'œuvre de Beigbeder, donc je devrais me taire. Mais parfois, ça lui arrive d'avoir un bon goût à ce garçon. Voilà, donc voilà ce que je dis sur Olivier Molin. Puis après, j'ai lu les autres livres, et je pense qu'en plus, c'est une œuvre qui est en train de se construire. De livre en livre, on retrouve un même sentiment, et on se sent bien dans l'œuvre d'Olivier Molin. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs, avant de lire Le Bocage à la nage, qui est son dernier livre, de relire certains passages de Petit monarque et catacombes ou des évangiles du lac. Et en fait, maintenant, je les relis en disant, tiens, je m'ennuie, on a un mauvais mois de mai, je vais retourner vers Olivier Molin, ça va me faire sourire et je vais être heureux. Donc voilà. C'est un beau compliment, ça. Merci beaucoup. Vous avez commencé par une trilogie. Oui, exactement. J'ai commencé par une trilogie. Trilogie, j'ai appelé ça après coup, parce que c'était pas. Si j'avais l'idée en fait de décliner un peu quand j'ai commencé le premier, mais j'avais pas forcément l'idée d'en faire une trilogie au sens formel. Mais disons qu'il y a des personnages. Il y a un personnage qui revient en effet dans les trois. C'est ce qui m'a permis de dire que c'était une trilogie ou un triptyque. Il y a un peu les mêmes. C'est les mêmes personnages qui reviennent à 15 ans d'écart entre les trois livres. Il y a 15 ans. Voilà. Alors les trois livres, c'est En attendant le roi du monde, Les évangiles du lac et Petit monarque et catacombes. Exactement. Et qui ne se suivent pas dans l'ordre chronologique, puisque le dernier, en fait, se passe avant les deux autres. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est plus un triptyque en vérité qu'une trilogie, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire qu'on peut les lire indépendamment, quoi. Les uns des autres. Vous avez aussi tenté le roman noir. Oui, alors j'ai fait en effet un roman noir l'année dernière. Et alors là, c'est un peu, c'est un peu un hasard, comme souvent, parce qu'on me l'a demandé, en fait. Là, c'est une commande, si vous voulez. Oui. C'est un éditeur qui m'a dit, tiens, est-ce que tu voudrais pas faire un roman noir? Et moi, il se trouve que je suis un grand lecteur de romans noirs. J'aime beaucoup ça. J'aime pas que ça, mais j'aime bien certains romans noirs que je trouve. Je trouve qu'il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui dans le roman noir qu'on ne dit pas forcément dans le roman
blanc, si vous voulez. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer. Voilà. Et donc, j'ai essayé. Voilà. Ça s'appelle Le Dernier Contrat. Le Dernier Contrat, voilà. Et je voulais faire un truc, alors pour le coup, assez classique. En fait, pour moi, c'était je sais pas si j'en referai plus tard, mais c'était une manière de rendre hommage aussi à un certain polar que j'aime. Donc, il y a beaucoup de codes, de petits clins d'œil, d'hommage à André Héléna, aux romans des années 50 américains, etc. Voilà, je me suis amusé aussi à rendre des hommages, mais tout en voulant quand même faire un polar construit, c'est-à-dire avec une histoire, avec une chute. Je voulais absolument une vraie chute, vous savez, de ces chutes qu'on fait plus trop aujourd'hui, et qui permettent à la fin du livre de revoir tout ce qu'on a lu sous un autre angle. Et ce qui fait que, on arrive à la fin, il y a des choses, même à la limite une bonne chute, pour moi, elle devrait donner envie de relire le livre. C'est-à-dire qu'on se dit, zut, il y a des choses que j'ai pas dû... donc on relit, et on relit évidemment le livre sous un autre prisme, puisqu'on connaît la fin. Alors, oui, pardon, excuse-moi. Mais sur Le Dernier Contrat, ce qui est intéressant, c'est que même si vous avez voulu, ou tu as, on va se tutoie, donc voilà, tu as voulu faire un roman noir, mais en même temps, ce roman, on sent qu'il y a toujours ce goût aussi pour les orgies, pour la transgression, pour la fête, une fête qui est assez peu moderne d'ailleurs. Alors effectivement, c'est ça qui est très présent dans l'œuvre d'Olivier Mélin, c'est que je pense que l'humanité dont nous parle Olivier Mélin, enfin l'humanité des personnages d'Olivier Mélin, est assez peu une humanité très très polie, ni très puritaine, ni très moderne. Non, mais disons que le truc, c'est que quand on écrit dans un autre genre, quand on nous demande d'écrire dans un autre genre, on peut pas non plus. Je crois pas qu'un écrivain puisse, en vérité, soit maître exactement de son univers et de son style. Il peut le transposer vaguement, mais forcément, il y a des choses qui ressortent. Enfin, ça me paraît. Et donc, dans le polar, dans le roman noir plutôt, il y a certainement des éléments de mon univers d'avant. Qui a été un peu entraîné, même si j'ai essayé de faire autre chose quand même, de faire véritablement. Par exemple, il y a un vrai tueur à gages dans ce roman que je n'ai pas dans. C'est un vrai roman policier. C'est un vrai roman policier, Melvillien, avec quelque chose. Voilà, exactement. Oui, exactement. C'est un peu Melvillien. Un roman policier un peu visionnaire, puisque ça s'ouvre quand même dans une France qui va très mal. Les manifestations dégénèrent. Le ministre de l'Intérieur est tué, se fait assassiner. Alors, par rapport à la situation actuelle, la différence, c'est que Frigide Barjot est remplacée par un frère de la colère. Frère la colère, pardon. Non, mais il est vrai qu'il y a des éléments. Il y a quand même. Oui, je suis d'accord. Après, malheureusement, pour moi, c'est pas tout à fait visionnaire. Je l'aurais écrit, pour vous dire la vérité, en 2007 ou en 2006, ça aurait été visionnaire. Ouais. Je l'ai écrit en 2008. 2008, c'était la crise avait eu lieu. C'est-à-dire qu'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'approfondisse et à ce qu'elle cause des troubles sociaux, quoi. Alors j'aurais écrit un an avant, oui, là je pense qu'on aurait pu dire tiens, comment a-t-il fait? Mais malheureusement là non, c'est-à-dire que simplement j'ai tiré le fil. Il est vrai que quand je l'ai écrit, il n'y avait pas du tout encore cette situation, la Grèce n'était pas tombée encore, et j'ai tiré le fil, j'ai imaginé. Alors après, moi ce qui m'a le plus frappé quand le livre est sorti, quasiment la Grèce est tombée. Et là je me suis dit, parce que en vérité c'est la Grèce que je décris pour la France, c'est que les manifestations tous les jours, il y a une colère populaire qui monte, il y a et les manifestations en fait deviennent une rébellion, c'est-à-dire qu'on met des barricades, nos démocrates évidemment appellent l'armée, parce que les manifestations dans les pays étrangers c'est toujours formidable, et quand c'est dans le sien, vous pouvez être sûr qu'un jour si ça commence à chier, comme on dit, vers chez nous, ils enverront l'armée, faut pas, bon. Donc ils envoient l'armée, et il y a effectivement une sorte de populiste suprême qui apparaît, qui est Frère la colère. Alors je me suis inspiré pour ce personnage de Savonarola. Vous savez, le moine franciscain, est-ce qu'il était franciscain, je crois, au XVe siècle à Florence, qui était un saint franciscain, oui, bien sûr, et qui était une sorte. Pour moi, c'est un populiste, Savonarola. Enfin bon, contre la papauté, oui. Il y a de l'anachronisme, mais enfin voilà. Et donc, je me suis inspiré de ce personnage, mais que j'ai mis, là aujourd'hui, et qui va essayer de galvaniser les foules pour renverser enfin ce régimonie. Voilà. Ça, c'est un peu le pitch du livre. Mais du coup, les références que vous avez en fait dans le roman noir sont tous sauf actuels, finalement. Où il y a quand même des auteurs aujourd'hui de romans noirs qui. Oui, aujourd'hui il y a des auteurs. Parce que la production, c'est quand même sans doute le secteur littéraire qui a connu une des plus grosses inflations d'édition, de nouveaux auteurs. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a un roman noir français. Il y avait un roman, ce qu'on appelait d'ailleurs le roman populiste, avant la guerre, qui a été complètement effacé en 1945 avec la création de la série noire par le roman américain. Alors moi, il y a du roman américain que j'aime beaucoup, notamment Dashiell Hammett, je trouve ça formidable. Il y en a même d'autres, j'aime beaucoup le roman américain, c'est pas la question. Mais il y avait un roman français qui n'est pas du tout, qui n'est pas du roman américain, qui était autre chose. C'est un roman
roman poisseux, c'est un roman où les gens sont tout le temps englués. Des grands représentants que Olivier François connaît, c'est André Héléna. Ouais. André Héléna qui Jean est Mecker, enfin. Voilà, et André Héléna, moi c'est un auteur que je trouve formidable, qui est toi aussi d'ailleurs. Alors malheureusement il est pas connu à sa juste valeur aujourd'hui, mais il y avait comme ça, il y a toute une littérature noire française qui tire en fait ses origines dans la littérature populiste du 19e siècle, dans les feuilletons, des trucs où c'est tout le temps, en fait c'est le monde vu des petits, quoi, des gens en bas qui sont tout le temps, tout le temps humiliés par les gens d'en haut et qui essayent de s'en sortir, mais qui, en vérité, c'est aussi les personnages de Simenon quelque part, des gens qui essaient de s'en sortir mais qui sont rattrapés par leur destin, par leur passé tout le temps. C'est ça en fait, le grand truc du roman noir français, c'est ça. On est tout le temps rattrapé, quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à s'en sortir. C'est un peu la comédie inhumaine, si je puis dire, ou humaine d'ailleurs, c'est-à-dire qui a été abandonnée. Mais là, on se lance dans un débat sur le roman noir et sur l'importance, mais sous certains aspects, d'ailleurs, dans ton œuvre, tu le continues, c'est-à-dire, au fond, ce qui a été abandonné dans les années 60 a été repris par le roman noir. C'est-à-dire le travail de description de la société, de description de l'évolution des mœurs a été repris par, évidemment, le roman noir, par des gens comme Simenon, plus tard aussi par des gens comme ADG, même si c'est ou par Manchette, ou par ce roman policier. Ils ont repris en effet quelque chose que la littérature... Mais ceci dit, il faut bien voir une chose, c'est que le fait d'avoir du roman noir et du roman blanc, c'est quelque chose d'arbitraire. Oui. C'est du marketing en vérité. C'est à un moment donné on crée des collections. Oui, c'est du produit. Donc en fait, ça veut pas dire grand chose. C'est-à-dire qu'il y a des grands. Moi je vois un truc qui m'amusait parce qu'il y a encore des gens un petit peu idiots qui pensent que le roman noir, dès qu'ils entendent roman noir, ils disent oh là là c'est nul, etc. Je pensais c'est Danzig, j'avais lu un truc Danzig complètement aberrant. Mais quand on voit par exemple Daché Lamette qui a été méprisé par l'establishment pendant très longtemps, maintenant qu'il est rentré en Quarto Gallimard, les gens s'y intéressent et découvrent un nouveau Faulkner. C'est formidable. Ça fait 50 ans qu'on sait que c'est un nouveau Faulkner. Et les gens débarquent en disant mais oui, mais vous comprenez, c'est Faulkner. Ah oui. Voilà. Donc il y a un côté un petit peu idiot dans ce. C'est en vérité, il y a pour moi, Daché Lamette, il a été dans une collection noire. Pour des raisons, mais il aurait pu être ailleurs. Enfin, donc c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire ? En vérité, il y a des bons romans ou des mauvais romans, c'est tout. Et il y a des bons romans noirs qui sont en fait avant tout des bons romans. Ils sont pas noirs ou blancs, ils sont bons, quoi. Et après, il y a aussi évidemment, vous en parliez avant, dans les années 50, il y a eu une profusion de maisons d'édition. Alors, il y a eu tout. Il y a eu effectivement des. Moi, j'en lisais beaucoup. Comment ça s'appelle là dans le. J'ai oublié l'Institut du roman populaire là. Dans le 5e arrondissement, je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Ça vous dit rien ? Oui, les bibliothèques du roman noir, qui se trouvent près de la rue Descartes. Une bibliothèque, un lieu de recherche du roman populaire et noir. Enfin bref. Et j'en lisais beaucoup dans des trucs publiés par des petites maisons dans les années 50. Il y a des choses complètement ni fait ni à faire, quoi. C'est-à-dire des gens qui bâclaient ça en 2 semaines pour. Oui, avec les couvertures qui à l'époque. Par contre, les couvertures sont souvent très belles. C'est des dessins, souvent avec des filles très provocantes, des grosses bagnoles derrière, c'est assez marrant. Mais bon, il y a tout, mais il y a le roman. Les romans noirs, même c'est Manchette aussi. Manchette, je crois qu'il est rentré aussi dans la collection Quarto. On dit souvent que c'est l'antichambre de la Pléiade, donc un jour peut-être que Manchette ou Daché Lamette seront en Pléiade. On le présente quasiment comme un représentant du nouveau roman. Bien sûr, alors ce qu'il n'est pas à mon avis, mais en tout cas c'est un très grand romancier, Manchette. Donc il y a des bons romanciers, des bons romans et des mauvais romans, quoi. Si on part un petit peu sur ce qui peut structurer votre œuvre, Olivier François le soulignait, c'est quand même un des points essentiels, c'est quand même l'écriture et le style que vous avez, et qui en effet au niveau de la langue de fait tranche avec beaucoup de choses qui peuvent s'écrire aujourd'hui. C'est quelque chose dont vous avez conscience. Enfin, ça part d'une recherche ou non, il n'y a pas de recherche au sens où, je crois pas qu'on, quand je recherche, ça dépend ce que vous entendez par là. Recherche, oui, quand on écrit, on cherche de manière inconsciente son style, et puis on le trouve un jour, enfin, il faut espérer, ou on le trouve pas d'ailleurs. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de recherche de faire comme, quoi. Oui. Moi, j'ai jamais essayé de faire. Par contre, j'ai essayé, mais comme tous les écrivains, je crois, enfin, à un moment donné, de trouver la meilleure adéquation entre ce que j'avais envie de dire et la manière de le dire, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, oui. C'est venu, voilà, Mais là, je pensais plus le fait de se sentir en continuité avec. Pour le coup, alors c'est vrai que Olivier F tout à l'heure évoquait l'entretien donc qu'il avait fait avec vous il y a un an, et c'est vrai que les choses,
les termes qui ressortent, c'est donc en effet les fables, c'est Rabelais, c'est Céline. Est-ce qu'il y a le sentiment, en effet, c'est un moment où on se dit, ah bah oui, tiens, en effet, oui, tiens, ça s'inscrit dans cette continuité, ou en effet, au moment où vous le faites, vous dites, bon, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, enfin, en tout cas pour moi, c'est toujours un peu compliqué. D'abord, c'est compliqué de parler de mes livres, mais bon, peu importe, on va en parler quand même. Mais c'est surtout compliqué. Ça va être difficile. Oui, je suis d'accord, mais c'est toujours compliqué même d'essayer de. Je suis pas forcément à la limite celui le plus apte à parler de mes livres. Maintenant, moi je sais que quand on me dit, évidemment, quand on parle de Rabelais et de Céline, bon, je peux que me faire petit, je peux que me faire nain, mais ça me va évidemment puisque je me sens. Enfin, moi j'ai lu. Non. Ce qui est certain, c'est que si tu veux, on peut descendre. Oui, on peut descendre. Voilà, on peut descendre et il faut même descendre. Parce que il y a bien sûr Rabelais, bien sûr il y a la farce, le côté Olivier François, Gris-Paris aussi. Il y a aussi un côté, alors je suis peut-être plus attiré vers ça, c'est-à-dire un côté cinématographique. Moi, il y a une relation et j'aimerais le savoir. Je vois une relation avec un parallèle avec Joël Seria, avec les Galettes de Pont-Aven, avec cet univers-là que je ne connais pas. Oh, parce que pour moi c'est frappant. Je pense que c'est quand même très Jean-Pierre Mariel. Ouais, voilà. Bon, c'est un film qui s'appelle Les Galettes de Pont-Aven, avec, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, avec Jean-Pierre Mariel, qui, je te le rappelle, est dans le film un représentant en parapluie qui plaque tout du jour au lendemain. Et dans les films et donc ça c'est cette relation que je fais avec Bocage à la nage où ton héros c'est un représentant en escalier. Escalier électrique. Ouais. Électrique. D'ailleurs, il ne faut pas que ça, il y a plein d'autres trucs totalement inutiles. Des déambulateurs, enfin bon. Et donc, il y a quand même une relation. Moi, je pensais, parce que ça se situe en plus en Mayenne, c'est en Mayenne. Les marches de Bretagne. Comme voilà. Les marches de Bretagne. Il y a tout un univers, l'univers de Seria est quand même celui de cette France, truculente, mais c'est la France de Rabelais d'ailleurs. C'est vrai, de toute façon. Moi, mais c'est toujours la même. Pascal, je dirais que, alors particulièrement, mais ça traverse quand même tous les livres de Molin, une sorte d'anarcho-populisme, à la fois d'anarchisme, parce qu'il y a toujours une critique des dogmes, des idoles modernes, étatiques, etc. Et ça, il faut y revenir. Et en même temps populiste, parce que la plupart des héros ne sont pas évidemment des situationnistes intellectuels. C'est pas Julien Coupat, c'est Berthelot dans le dernier livre, c'est Cro-Magnon, c'est Bois-Bois, c'est même Lucien, même si Lucien est dans les autres livres. C'est toujours des personnages un petit peu qui sont à côté, mais qui sont à côté aussi à la fois moralement, physiquement, dans leur boulot. Oui, c'est des gens un peu en marge. C'est des gens en marge. Mais ceci dit, pour répondre à ce que disait Pascal, je crois qu'on retrouve dans différents films ou livres ou en France des choses qui ont la même odeur, qui ont la même. Je crois que c'est normal. Enfin, parce qu'il y a un fond. Alors, il y a plusieurs veines en France. Il est vrai que tu parlais avant d'une littérature nombriliste. On pourrait dire, dans le meilleur des cas, elle est intimiste, mais il y a une très bonne littérature intimiste. Faut pas jeter tout avec. Mais aussi, non, j'entends bien. Mais je veux dire qu'il y a différents courants. Moi, il est clair que je suis pas dans un courant intimiste à raconter ma vie, à parler de mes. Mais ceci dit, une fois de plus, il y a des livres très bien. Alors, tu parlais d'Angot, bien sûr. Angot, je pense qu'elle est un peu trop loin dans le. Il y a Léris. Voilà, il y a Léris aussi. Voilà, Léris, c'est quand même autre chose. Bon, mais ceci dit, il y a aussi un courant plus lyrique, plus épique, qui est plus dans dans le côté picaresque même à la limite. Moi, je me sens plus proche de ça, évidemment. Et donc, après qu'on retrouve même. Est-ce que si ça vous dérange, pour donner un peu à nos auditeurs peut-être un exemple, puisque là, je tombe sur Joseph. Dans le dernier livre d'Olivier Molin, Le Bocage à la nage. Donc Joseph, qui est un personnage, on reparlera peut-être du livre tout à l'heure. Et donc voilà comment Olivier Molin présente Joseph, qui est une sorte de primitiviste, d'anarcho-populiste en quelque sorte aussi, Joseph. Joseph était vosgien, de Cornimont. Il avait passé sa jeunesse dans la forêt. Il était versé dans l'art des plantes, si bien qu'il était devenu le médecin de la communauté. Parce que ça se passe dans une communauté, nous en parlerons tout à l'heure. Il faisait sécher des feuilles, des baies, des écorces, concoctait des poudres qu'il gardait dans des sacs de jute et qu'il distribuait aux paysans pour soigner les lumbagos, les maux de ventre ou les constipations. Il avait été para, Joseph, pendant 4 ans, puis plus ou moins nazi, viré de l'armée pour avoir tendu le bras droit vers la lune, buveur de bière et revanchard, et enfin mécanicien dans un grand garage du Mans. C'est là
qu'il avait eu son illumination primitiviste. Il s'était mis à prendre en grippe les bagnoles, la télévision, les boîtes de nuit, les fruits industriels, les lampadaires et les ordinateurs, et avait plongé dans le clochardisme avant de s'installer 15 ans auparavant dans le domaine, d'y cultiver la terre et d'y élever des poules gâtinaises. Sa cabane en rondin, construite sur pilotis, était entourée d'un beau balcon sculpté d'1 mètre de large. Elle n'avait qu'une pièce, laquelle était meublée d'un lit, d'une table rectangulaire, d'une commode et d'un poêle posé au milieu, recouvert d'une plaque de cuisson en fonte et relié à la cheminée par un conduit en coude. L'odeur de la viande qu'il y faisait griller quand il y avait un vent d'ouest allait polluer ceux de la petite touche, qui s'en plaignait. À présent, Joseph cherchait une femme, car il voulait fonder une famille, agrandir sa cabane et oublier Ninette la dépravée. Là, on a un personnage typiquement molinien. Donc déjà un homme qui vient de la Vosges, qui vient pas de Saint-Germain-des-Prés, qui a été à l'armée. Enfin bon, c'est... Non, mais l'idée, bon après, on en parlera peut-être après, mais c'est effectivement quasiment tous les personnages sont des gens en rupture de banc, quoi. Des gens qui à un moment donné se sentent plus, à l'aise dans le monde actuel, quoi. Ils ont plus leur place et donc ils prennent la tangente. Voilà. En fait, tous mes livres quasiment jusqu'à présent, c'est des tentatives pour voir ce qu'on peut imaginer à côté d'une alternative. Voilà. Je suis un altermondialiste. Quam noster animos fit lectificatus, istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. Iste cifrus concavus de bono mero proflus, si quis bibit sepius satur fit et ebreus. Istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. Exum vossa regia, quibus polliatur, Jerusalem et regalis Babylon dictatur. Istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. Bacchus fortis superans, pectora vilorum, in amorem concitat animos eorum. Istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. Bacchus ette visitans mulierum genus, facite subditas tibi tu verus. Istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. Bacchus venas penetrans calida liquore, facite assigneas veneris ardore. Istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. Bacchus lenis leniens, curas et dolores, confert iocum gaudia, risus et amores. Istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. Omnes tibic animos, maxima preconia, te laudantes merito tempora per omnia. Istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. Istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. Istur venum bonum, venum, venum generosum, prediterum purealem probum animosum. De retour sur Méridien Zéro pour notre émission consacrée à Olivier Maulein.
Vous venez d'écouter un groupe qui s'appelle Artefactum, qui n'est pas un groupe de néo-folk ou autre, mais par contre qui est un groupe bien actuel, qui reprend des succès de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Et généralement des succès populaires, entre guillemets. Et donc, celle-ci s'appelle Bacche Bene Bienes. En gros, c'est et je pense que c'est du latin de cuisine, tel qu'il pouvait se pratiquer à la fin du Moyen-Âge. Mais du peu qu'on peut comprendre, c'est quand même une chanson consacrée à Bacchus et à l'amour du vin. Voilà. Alors, est-ce que cette truculence n'est pas, on s'en faisait la réflexion un petit peu avec Pascal pendant la pause, est-ce que cette truculence, c'est finalement pas un moyen de maintenir vivant un certain nombre de choses qui sont en train de disparaître, tout comme a pu disparaître à la fin du Moyen-Âge, justement, toute cette culture populaire qui a été normalisée par la culture des élites, ce que Norbert Elias avait étudié dans la civilisation des mœurs. Est-ce que c'est pas aussi cet aspect-là, un moment d'une époque qui s'assèche, qui devient de plus en plus normative, et donc ce que vous dites, la langue est un moyen de franchir aussi ça. Alors ce que tu dis a du sens. Moi je l'ai pas évidemment théorisé comme ça. Moi je reste un modeste romancier, c'est-à-dire que je maîtrise pas forcément toutes les choses qui sont dans mes livres, au sens où je les théorise pas. Je te rappelle que tu as dit que la date de la décadence c'est à partir de Philippe le Bel. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça moi. Oui, c'est possible. Donc tu théorises. Mais alors il peut m'arriver de théoriser, mais enfin je veux dire que globalement. Oui, dans l'entretien tu dis. La décadence, on peut tout à fait dater la décadence de l'Europe à partir de Philippe le Bel, quand on a arrêté de danser dans les cimetières. Ah oui, c'est possible. Non, mais disons que oui, si je l'ai dit, c'est que je dois le penser. Mais non, disons que moi, je suis effectivement un amoureux du Moyen Âge, ça c'est vrai, et du beau Moyen Âge, du Moyen Âge. Effectivement, vers Philippe le Bel, les choses commencent à se gâter. Mais bon, puis après avec la Renaissance. Mais aujourd'hui, je sais, par rapport à ta question, je sais pas trop. Qu'est-ce que je veux garder ? Je sais pas. Moi, simplement, je décris les personnages, j'écris des histoires. Moi, je crois ce que disait Olivier François avant est assez important. Moi, j'ai toujours cru, si vous voulez, que un roman, c'est une histoire. J'aime raconter des histoires, déjà. J'aime raconter des histoires et j'aime bien lire des histoires. Voilà. Après, je le fais avec ma sensibilité, je le fais avec ma manière de voir le monde, mais qui est pas une manière, théorique et dogmatique, quoi. C'est ça que je voulais dire plus. Après, évidemment, j'ai des idées comme tout le monde, mais bon, c'est pas... Voilà, moi j'essaye simplement, si vous voulez, dans mes livres, de créer des personnages qui sont confrontés à une époque que je considère en effet comme une époque désastreuse sur tous les plans, une époque où en effet tout s'effondre à une vitesse. Alors ça fait un peu vieux con de dire ça, mais je le crois quand même vraiment. C'est-à-dire qu'on est en train en plus là véritablement de passer à autre chose. On le sent bien tous, et pas seulement depuis quelques mois. On est en train. Voilà, à partir de là, moi, j'essaye simplement, je crois plus trop dans certaines formes d'action, politiques ou etc. Donc j'essaye simplement de trouver des moyens littéraires d'échapper à ça, voilà, d'échapper à cette pesanteur purement matérielle, à ce matérialisme qui a tout contaminé, et d'avoir des gens qui retrouvent effectivement une forme de gaieté ancestrale, tout simplement, mais comme on a toujours vécu finalement. Enfin, quand on se retourne, on voit que les gens ont toujours vécu avec leurs peines, leurs douleurs, mais aussi avec leur joie et leurs moments, voilà. C'est vrai que c'est une chose qui traverse quand même beaucoup de tes livres, parce que tu dis que en effet tu désespères d'une action politique, mais à travers tes livres on sent que même si tu ne fais pas œuvre de romancier idéologue, de romancier engagé, puisque tu aimes raconter des histoires, il y a, moi je pense que tu citais le Moyen-Âge, j'ai lu récemment Régine Pernoud, pour en finir avec le Moyen-Âge, où elle reprend en fait tous les clichés sur le Moyen-Âge, âge sombre, etc. Et je trouve que dans l'œuvre de Molin, on voit aussi cette volonté que tu as essayer que les gens, même si on ne faut pas le prendre comme un manifeste, essayent d'avoir une communion nouvelle entre le profane, le sacré, la joie, même un certain érotisme, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, et le monde présent, quoi. Enfin, qu'il n'y a pas y a pas d'opposition entre l'art, même une certaine grossièreté, pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non, mais en effet, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que j'aimerais que les choses marchent. Finalement, c'est qu'en effet, il y ait pas. On parlait de Moyen Âge avant. Moi, ce qui me fascine,
racines dans cette civilisation, c'est précisément ce qui peut paraître paradoxal à nos yeux parce qu'on n'arrive plus à la comprendre, mais c'est un petit peu ce mélange entre un sens du sacré qui est absolument d'une profondeur qu'on a rarement atteint depuis, même jamais probablement, et en même temps le sens de la gaudriole, mais parfois dans le même texte. C'est fascinant quand on voit les moines qui pouvaient avoir une envolée comme ça vers Dieu qui était absolument phénoménale et qui pouvaient dans l'instant d'après parler de la cuisse, quoi. Voilà, ça c'est quand même une civilisation. Il y a beaucoup de personnages quand même dans tes romans qui passent de considérations sur la poitrine de leur voisine à des considérations sur Dieu, sur la recherche mystique, etc. Pas seulement des considérations. Voilà, et pas seulement des considérations. Non, mais après, vous savez, moi, il y a un truc. Alors, je sais pas. Il est probable que j'ai beaucoup lu les farces médiévales. On en parlait un peu avant. J'ai été un grand lecteur. C'est comme ça que j'ai découvert la littérature, en vérité. Moi, j'ai une formation d'historien et pendant longtemps, malheureusement, pour moi, je considérais que lire des romans, c'était une perte de temps. Quand j'étais ado, du moins, donc j'ai pas lu de romans quand j'étais ado, donc j'ai eu un déficit arrivé à l'âge vers 19-20 ans. Parce que je lisais que des livres d'histoire, et j'ai commencé à lire véritablement avec les farces médiévales, Céline et Dostoïevski. C'est ce qui m'a véritablement... là, j'ai compris que j'avais perdu du temps et qu'il fallait le rattraper. Et les farces médiévales ont vraiment été quelque chose d'important pour moi. C'est-à-dire que j'ai découvert, non seulement j'ai commencé à les lire en fait en tant qu'historien, plus pour essayer de comprendre comment l'époque, parce que souvent, on peut évidemment comprendre une époque par la littérature, mais j'ai été happé par l'aspect littéraire véritablement des farces. C'est-à-dire quelque chose qui m'a touché, quoi. Donc probablement que j'ai été marqué par ça, et que j'ai trouvé une manière de m'exprimer qui a été influencée par ça, probablement. Mais je sais pas, c'est difficile d'en dire plus. Ouais, ce qui est sûr, c'est que du coup, c'est vrai que à un moment, Olivier F, vous disiez, bon, il y a vraiment quelque chose par rapport au monde moderne. Oui, on sent en effet cette révolte contre le monde moderne, pour reprendre un titre de Julius Evola. Et du coup, on trouve de multiples allusions à des éléments qui peuvent sembler archéofuturistes, sur le fait de revenir à des choses et tout en même temps des influences ou en tout cas des références à des choses qui sont vraiment actuelles. Et là, je pense par exemple dans Les Lumières du Ciel à carrément une base autonome durable, une BAD. Donc une BAD que vous décrivez du début jusqu'à la fin. Donc c'est en fait la reconstitution pour nos auditeurs. C'est en gros la reconstitution par des urbains et donc qui deviennent des néo-ruraux. Telle est l'expression en usage chez les journalistes et les géographes. Donc des néo-ruraux qui s'installent dans les Cévennes, qui reconstituent un hameau. Et on a donc la description d'une des fermes, qui est donc une unité de vie en entier. Donc, je vais lire un petit extrait qui pose bien le cadre. Je commence par là. Donc, on regardait à droite, à gauche, il y avait des grosses bestioles un peu partout. Pas de doute, c'était la campagne. La ferme était en torchis, une ossature porteuse en poutre et des fuseaux de châtaigniers enroulés d'un mélange de terre et de fibres végétales. Donc, une isolation 100% naturelle. Elle était orientée au sud, ça c'est l'aspect énergétique, face à la colline d'où l'on venait. À droite, une grange et une étable en bois formaient un angle droit avec la ferme. Des meules recouvertes de chaume étaient alignées le long des murs. Le sol entre les bâtiments formait une sorte de cour en terre battue, au milieu de laquelle un chien, étalé de tout son long, dormait au soleil, les quatre pattes en l'air. À gauche de la grange, il y avait un gros tas de fumier et des poules qui picoraient on ne sait quoi en dodelinant grotesquement. Donc le patron, entre guillemets, en tout cas le chef de famille entreprend donc de leur faire visiter, puis il en profite du coup pour faire un petit peu l'inspection. Derrière la ferme, un potager suivi d'un petit pré courait jusqu'au ruisseau qui marquait la limite nord du domaine. Il sortait de la forêt, longeait la propriété, faisait un coude et repartait vers les autres fermes. Une vieille éolienne, en fer, d'avant-guerre, rafistolée, pompait l'eau du ruisseau et la redistribuait dans la maison par un système de canalisation basique. Les eaux usagées finissaient dans les champs, via une fosse à purin située derrière l'étable. Plus haut, c'était le verger, les arbres fruitiers et les baies, et puis les plantes vivaces, asperges, artichauts, réforts, quelques lianes de houblon, et enfin les 2 arts de vigne, syrah et grenache, qui leur donnaient environ 300 litres de vin par an. Les champs à proprement parler s'étendaient devant la ferme, 1,5 hectare, 2 terrains de football. Un quart des terres était en pâturage, livré aux cochons, aux moutons, aux oies et à la vache. Paul nous expliquait qu'il n'y avait pas d'agriculture possible sans animaux, ni surtout sans cochons. Il disait que c'était le meilleur laboureur qui soit, que son fumier valait tout l'or des banques. Il s'était arrêté devant la clôture et regardait ses cochons la larme à l'œil.
Ils nettoient la terre, ils arrachent les racines, la labourent, la fument, la binent et la laissent tout juste prête à être ensemencée. Ce sont de vrais gentlemen. Je ne sais pas ce que je ferais sans eux. Tous les ans, on avait ainsi une vingtaine de porcelets. On en gardait 2 ou 3 que l'on engraissait à la pâte d'orge, au petit lait et au topinambour, et on vendait les autres 10 à 12 semaines comme cochons de lait au marché le plus proche. L'argent ainsi gagné permettait d'acheter des choses que l'on ne produisait pas à la ferme, comme le café, dont Paul n'avait jamais réussi à se passer. Bon. Et pour avoir vu et reçu Piero San Giorgio il y a quelques semaines, finalement, on est dedans. Alors l'idée effectivement de non, l'idée de cette ferme en effet, c'était d'écrire des Ça, il faut rappeler, c'est dans les lumières du dans ciel. les lumières du ciel, voilà, du ciel. c'est en fait des gens, toujours pareil, on en parlait avant, qui sont qui déçus de cette modernité, déçus de ce monde, qui peuvent plus et qui décident de tout plaquer et qui vont vivre en autarcie. Alors là, on le voit là, c'est en quasi-autarcie en vérité. Hein, il fallait pas être non plus trop extrémiste, donc c'est quasi-autarcie. Donc ils s'achètent un peu de café, etc. Mais sinon ils vivent en autarcie, c'est-à-dire comme on vivait avant, hein, finalement. Enfin, Bon. à la différence, si tu me permets, à la différence des livres de Piero San Giorgio, ça se termine quand même. Là, pour le coup, ça se termine et où on orgie et où. Enfin bon, voilà, il y a quand même, il faut. Oui, non, mais c'est pas des manuels. Voilà, oui, c'est pas un manuel de survie. Bien sûr. Voilà. Non, mais par C'est contre, c'est vrai que c'est une bonne description Oui, bien sûr. d'une bad idéale, par contre. Parce que là, ils y sont arrivés. Alors, Je vais il y a dire, une il y en a tension, certains. d'ailleurs qu'on retrouve un peu dans le bocage à nalage, donc dans ton dernier livre, il y a toujours une tension puisque c'est pas la première fois que tu évoques ce type de communauté après les lumières du ciel. On retrouve un peu ce type de choses Oui, dans le d'autres bocage à communautés, nalage, et il y a toujours dans cette communauté, on sent peut-être que c'est une tension personnelle entre un ultra primitivisme qui rejette quasiment même l'agriculture et dont certains d'ailleurs sont des comment tu appelles ça Des néo-natoufiens. des néo-natoufiens ou des végétaristes radicaux, Ah oui, là c'est des naturiens, crudis des végétariens. crudis végétariens, etc. C'est-à-dire des gens en fait qui mangent, que des végétaux évidemment, mais aussi qui ne mangent que des aliments crus. Exactement, voilà. Et donc il y a un peu une tension, je crois, j'ai un peu récemment. Enfin, on Non, sent que il y tu a- t'intéresses beaucoup à ce genre de choses. Alors ça, oui, je m'intéresse à ces choses-là, c'est vrai. Mais après, c'est pas forcément une tension personnelle, c'est plus qu'à un moment donné, je suis avant tout romancier. C'est-à-dire que quand je mets en scène des choses comme ça, j'ai toujours la tentation de tirer le fil. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup, effectivement, voilà, on en parlait sur le côté parfois grotesque même des choses, de la vie. Et ce que j'aime, c'est tirer les choses. C'est à mon avis un des principes de l'humour. D'ailleurs, moi, je suis pas du tout. Enfin, j'aime beaucoup l'humour en littérature. J'essaye de faire des livres qui ne soient pas que drôles, mais qui soient drôles quand même, qu'on sourit, qu'on soit. Enfin, et le principe de l'humour, c'est de tirer les situations, mais de sentir quand il faut arrêter de la tirer. Si on la tire trop, on passe de l'autre côté, on est lourd. Donc il faut, voilà. Donc moi, ce qui m'amuse aussi, si vous voulez, dans toutes ces situations-là, c'est quelque chose de littéraire aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est à partir d'éléments qui m'intéressent et qui sont des éléments. Comme vous disiez, des zones d'autonomie, enfin, etc. Je vais tirer, il y aura toujours un personnage qui va aller beaucoup plus loin et qui va être, lui, un vrai fondu, quoi. Et après, ce qui m'intéressait dans ce personnage que vous évoquez là, enfin, ou dans le néo-natoufien, mais ce sont des gens, en fait, moi, ce qui m'intéresse parce que je me suis beaucoup intéressé à l'anarchisme, ce qui est intéressant en anarchisme, c'est qu'à un moment donné, quand on tire l'anarchisme, et notamment le véritable anarchisme, c'est anti-progressiste, quand on le tire, on se rend compte qu'en fait, on arrive à des personnages qui sont complètement réactionnaires. C'est ça aussi qui est drôle. Una Bomber, hein, par exemple. Una Bomber, par exemple. Mais je me suis inspiré des primitivistes, du reste, effectivement, comme Una Bomber fait partie de ce qu'on appelle aux États-Unis les primitivistes. Et le personnage du néo-natoufien dans Le Lumière du ciel, en effet, m'a été inspiré par Una Bomber et surtout le théoricien qui s'appelle John Zerzan. Et il y en a d'autres, hein, etc. Et j'avais beaucoup lu et c'était intéressant. Moi, après, je m'en moque pas du tout, mais je fais un travail littéraire, enfin, c'est-à-dire que c'est pas. Et donc, imaginez un personnage qui va vivre comme John Zerzan le monde dans ses livres, ça peut donner des trucs littérairement. Pour nos marrants, éditeurs, quoi. d'ailleurs, il y a un personnage dans ton dernier livre, Louis, hein, qui est Oui, qui crudo-végétarien, est un anarchiste pur et dur. libertaire assez radical, et qui dit « Louis désapprouvait la musique, besoin artificiel. Il avait toujours regretté que William Morris fasse exception pour l'art dans son rejet de la civilisation. Lui rejetait tout, tableau, sonate, roman, pas de pitié. Il était partisan de raser Notre-Dame. » Voilà. Oui, bah, Donc c'est là, on voit aussi c'est radical. Mais ça, c'est comment dire. En fait, à l'origine de cette communauté, c'est un livre que j'ai découvert chez un libraire un jour, par hasard, qui me l'a proposé, qui m'a dit tiens, lis ça, ça va t'intéresser. Et en fait, c'est même pas un livre, c'est un vieil érudit dont j'ai oublié le nom malheureusement. On aurait pu lui rendre hommage ici. C'est un vieil érudit qui a fait en fait qui a pris des revues de la fin du 19e siècle
et qui les a tapés et qui a fait donc un tapuscrit, quelque chose qu'il a jamais édité en fait, et qui a atterri dans cette librairie. Le type me l'a vendu. Et j'ai découvert par là quelque chose de complètement, inconnu aujourd'hui. C'est qu'il y a eu des communautés avant la guerre de 14. Il y a eu des communautés anarchistes donc des anards en fait qui étaient radicalement contre le progrès, qui s'inspirait parfois de William Morris, qu'on vient d'évoquer, et qui allait créer des communautés, notamment en Bascon, des communautés de nudistes. Ils allaient, et donc il y a quelques photos que j'ai trouvées après, parce qu'il y a quand même eu quelques études qui ont été faites, et alors on voit, vous savez, c'est des physiques 1900, plus robustes que nous, avec des grandes moustaches, à poil, dans des fermes comme ça, et donc c'était effectivement, certains se sont convertis au crudivégétarisme, d'autres se sont... Et c'est des gens, alors c'est bien avant les 68 arts et les hippies, et c'était beaucoup plus radical. C'est des gens qui refusaient complètement, qui pensaient, c'est ce que je fais dire à un moment donné, le Louis que tu évoquais, à un moment donné je lui fais dire des choses sur la civilisation, etc., dont je me suis inspiré de ces revues. Alors ce qui est touchant, c'est que c'est des revues ouvrières, donc c'est des revues qui étaient distribuées à la sortie des usines, c'est des revues qui sont pas faites par les intellectuels, donc qui sont souvent pas forcément très bien écrites, pas forcément structurées, mais qui sont fascinantes, et qui ont jamais été rééditées apparemment, et qui devraient, alors je sais pas s'il existe une collection complète quelque part, mais il y en avait énormément de revues, et ça c'est un pan, moi, que j'ai découvert complètement, donc de gens qui étaient les premiers en plus aux premières loges pour comprendre ce que le progrès leur avait fait, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens le progrès c'était bien beau, les intellectuels, les bourgeois parlaient de progrès, mais eux étaient dans les gaz, dans les vapeurs d'usine, et ils savaient que le progrès et donc moi ce qui me fascinait c'était ce côté, donc en vérité c'était des primitivistes avant l'heure en fait, mais qu'il n'y a pas eu de vrai théoricien qui a émergé et qui a permis de faire, c'est bien après aux États-Unis, alors il faudrait voir de près si Zerzan et compagnie ont connu ce mouvement-là. Peut-être. Cite un d'ailleurs. J'en cite quelques-uns. Oui, notamment un certain Louis Rimbaud. Louis Rimbaud, voilà, qui donne une, pour le citer quand même parce que c'est quand même amusant, qui donne une recette de salade crudivégétarienne. Voilà. Alors je cite un Louis Rimbaud, 1911. Toute verdure potagère, toute salade, tous légumes verts sont coupés fins, lavés à l'eau salée, rincés à l'eau courante, non épluchés. Le tout assaisonné de citron. Voilà. Donc c'est une recette assez ascétique. Ils mangeaient ça tous les jours. Mais alors ce qui est fascinant, c'est qu'il y avait des débats dans ces journaux distribués à la sortie des usines, des débats sur manger de la viande, est-ce que ça rend dégénéré ou pas, boire du... Alors à l'époque, il faut voir que le vin était un fléau social quand même. Donc il y avait il y avait un certain hygiénisme évidemment chez ces gens, mais pas un hygiénisme puritain. C'est-à-dire que c'était véritablement leur discours, c'était de dire vous les ouvriers, vous êtes abrutis de viande et de vin, et du coup vous êtes exploitables et exploités. Merci. Et donc, ce qu'il faut, c'est vous libérer de tout ça, retourner à la campagne, quitter tous les faux besoins, donc vos vêtements, etc. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous mangez une salade basconaise par jour et vous cultivez la terre. Et voilà. Et donc, c'est vraiment un mouvement. Et donc, je m'en suis beaucoup inspiré pour créer ma communauté. C'est assez fascinant comme mouvement. Et il y a un auteur seulement que je connais qui en a parlé, c'est Albert Stevens, qui est aujourd'hui malheureusement oublié, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Un apostolat, où il raconte en effet, alors lui c'est donc dans les années 1910 je crois, il raconte en effet une communauté qui s'est constituée, alors c'est un roman, mais je sais plus où, et par contre ça se termine très mal puisqu'ils se foutent tous dessus, ils se battent tous, et parce qu'en fait ce qui montre Stevens, qui n'y croyait pas du tout, il montre que finalement il y a un chef qui va émerger forcément de cette nature-là, qui va devenir le comptable entre guillemets de la communauté, qui va taper dans la caisse, qui va piquer les femmes des autres, et ça va devenir une secte finalement. Voilà, donc il y a le livre Stevens est très intéressant ceci dit. Oui, ce qui est globalement le processus d'échec de toutes les tentatives de communauté au 19e. Exactement. Mais que ce soit Fourier ou les autres. Et peut-être parce qu'elles sont artificielles de l'origine, quoi, finalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est replaqué d'en haut, alors que c'est quelque chose qui devrait revenir d'en bas, en fait. Je crois que c'est ça la vraie... Oui, et puis à partir de traditions. Parce qu'en vérité, les communautés qui se constituaient à ce moment-là étaient les communautés qui voulaient véritablement, qui prenaient modèle sur les communautés villageoises d'antan, en fait, de l'Ancien Régime, du Moyen-Âge, mais qui étaient des communautés spontanées, des communautés, ancrées, quoi. Alors que eux, finalement... Charnel, exactement, ouais. Alors que le fait de recréer la chose artificiellement, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça a toujours plus ou moins dérapé, quoi. Alors maintenant, ça se visite. C'est vrai que le nom de la communauté. C'est pas un phalanstère, non ? Voilà, du familistère de Guise. Le familistère de Guise maintenant est devenu un beau musée. Il se visite, mais à vivre, en effet, ça devait être sur la fin, ça devait être l'enfer. Et globalement, dans les années 50, c'était devenu complètement inhabitable, totalement décrépit. Et bon, les gens sont partis. Mais du coup, vous avez répondu en partie en fait à ma question suivante, qui était sur la part du vécu.
Il y a quand même des choses qui sont décrites de façon très précise. Et puis, on sait qu'il peut y avoir parfois des éléments, des éléments d'autobiographie ou en tout cas de choses que vous avez connues de très près. Bon, je pense en particulier à Petit Monarque et Catacombes. Ah oui. Et le fait d'avoir vu l'Élysée quand même de près. Alors pour le coup, là, vous tapez dans, parce que le seul livre, le livre le plus autobiographique, celui qui paraît en fait le plus dingue et le plus imaginatif et le plus inventé, c'est quasiment celui où je raconte le moins de choses imaginées. Hein, donc c'est effectivement Petit Monarque, Catacombes. Pour les autres, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est pas, c'est toujours pareil. L'inspiration, c'est un mot que j'aime pas trop, mais quand on écrit, on est vampire, on prend tout. Hein, on peut prendre ce que va vous dire un copain, ça, on en fait une note le soir, ce qu'on a lu, ce qu'on a vécu. Mais en fait, c'est un mélange. C'est-à-dire que moi, justement, on en parlait avant. C'est pas du tout des romans autobiographiques. Hein. J'ai jamais vécu dans une communauté. Après, il y a une part de fantasme évidemment. Il y a une part de vécu quand même dans certaines choses. Mais c'est vraiment, c'est vraiment de la fiction, ce que je raconte. C'est de la fiction. Alors, ça veut pas dire que la fiction, on n'y met pas des choses de soi. Hein. Je veux pas dire que je suis dégagé, que je fais ça comme un petit fonctionnaire. C'est pas ça. Je mets aussi certainement des choses de moi. Parfois, là, on l'attend pas d'ailleurs forcément le plus. Hein. C'est dans les choses qui peuvent paraître les plus éloignées mais bon, mais ça, c'est j'allais dire un truc assez classique hein, de l'écriture. Mais en l'occurrence, effectivement, Petit Monarque, Catacombes, là, oui, c'est très autobiographique puisque j'ai fait mon service militaire à l'Élysée, en effet. Alors, en 92. Tu t'es crucifié personne. Non, j'ai crucifié personne. Non, alors dans Petit Monarque, parce que pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, ça se termine en effet par une crucifixion. Ça n'a pas eu lieu, ça. C'est-à-dire que la dernière. Alors, il faut pour préciser, Petit Monarque et Catacombes, en fait, raconte une sorte de restauration monarchique express. Voilà. À l'Élysée, ça se passe au début 1992, à la fin du règne de François Mitterrand. Voilà. Mais ça permet aussi de découvrir des personnages puisque réapparaissent aussi d'autres. Lucien, etc. En fait, l'idée, c'est que moi, j'avais fait mon service militaire en effet en 92. Et 92-93. Hein, 92-93. Ouais, 92. Donc sous Balladur à l'époque, c'était la cohabitation. Mitterrand effectivement était malade. Et j'avais été frappé par par l'ambiance. Moi, ce qui m'intéressait, alors c'était pas parce que quand on est, moi j'étais garçon de vestibule, ce qu'on appelle. C'est les huissiers, vous savez, qui ont les queues de pie, qui ouvrent les portes. Hein, c'est rien. Bon, c'est les grooms de la République. Simplement, ce qui était intéressant, c'est pas tant le monde d'en haut parce qu'on le voit pas tant que ça. Bon, mais c'est le monde d'en bas, c'est le petit peuple de l'Élysée. Ça m'avait fasciné dès le début. Les figures sont. Mais et les figures là, pour le coup, j'ai à peine forcé le trait. Et pour vous dire même, ce que j'ai un petit peu regretté après, c'est qu'il y a des personnages. J'ai tellement pour moi, tellement dans mon esprit, que j'ai gardé les noms en fait. Et on m'a dit que j'aurais pu effectivement les changer, mais bon. Mais j'ai gardé certains noms parce que les personnages ont vraiment existé. Donc Bois et tout ça, ils existaient. À l'époque, en 92, le service intérieur, ce qu'on appelle ceux qui faisaient le ménage, c'est ceux que je décris tels que, sans rien y rajouter. Faut dire que c'était des dégénérés de première. C'est que c'était. Mais moi, ce qui était fascinant à l'Élysée, c'est que c'était, vous savez, les gens qui travaillaient là-bas disaient souvent le soir, je rentre à Paris. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement, c'était vraiment c'était un univers, quoi. C'était un monde clos. Déjà, il est clos parce qu'il faut montrer patte blanche, etc. Puis personne ne peut rentrer. Mais surtout, il est clos dans l'imagination. Et comme ce sont des gens souvent qui sont sur place jour et nuit, et qu'à 8h du soir, faut savoir que l'Élysée, quand tout le monde est parti, l'Élysée, c'est à eux. Hein. Donc théoriquement, alors là, je peux balancer parce qu'il y a 20 ans, et puis les équipes ont changé, mais les gardes républicains, ce que je raconte dans le livre, c'est parfaitement vrai. C'est que les gens doivent rester théoriquement aux quatre coins du palais toute la nuit. Vous pensez bien qu'à 8h du soir, et ils ont bien raison, quand le commandant a fait sa dernière. En fait, l'Élysée est une sorte de ZAD après 8 heures du soir, une sorte de zone autonome. C'est très étrange. En tout cas, à l'époque. Hein, maintenant, je vais pas balancer aujourd'hui, j'en sais rien. Mais à l'époque, ce qui était fascinant, c'est que tout le monde se réunissait dans le vestibule d'honneur, on faisait sauter les bouchons, et puis tout le monde picolait toute la nuit. Mais comme voilà, enfin c'était assez. Mais c'était assez étonnant, si vous voulez, en tant qu'appelé, de me retrouver dans un lieu comme ça. Surtout que je dormais sur place, donc sous le drapeau, dans des chambres de bonne complètement pourries sous les toits. Et donc je passais mes nuits avec des gardes républicains, enfin dans un palais vide et fantomatique. C'était assez étonnant. Et donc dès l'époque, je me rappelle, parce que j'avais pas encore commencé à écrire, mais je m'étais dit que j'en ferais quelque chose. Je savais pas quoi. J'avais pris plein de notes, j'avais piqué les documents, on peut le dire, les prescriptions. Donc je m'étais conseillé tout un dossier. Je savais que j'en ferais quelque chose. J'avais jamais su quoi. Et puis finalement, j'en ai fait un roman. Voilà. D'accord. Parce que que les gardes républicains fassent sauter les bouteilles, on lit le roman, on se dit oui, ça c'est tout à fait probable. Et par contre, la brigade, en effet, de personnages complets. Il appelle l'AFP pour dire qu'il y a maintenant une restauration, après, monarchique. Donc là, ça, c'est un peu moins. Non, ça par contre, c'est pas vrai. Donc toute l'ambiance, évidemment, et les anecdotes sont globalement vraies. Alors j'ai pu en inventer une ou deux aussi. Hein, je suis tenu par rien. J'ai pas un devoir de vérité. Mais en revanche, après, parce que l'idée
idée, moi, qui m'avait aussi frappé, si vous voulez, enfin, l'idée de ce livre, c'était de me dire, tiens, voilà, on arrive dans un truc assez paradoxal. Et dans tous mes livres, il y a finalement on retrouve un peu ce paradoxe, qui est de dire que là, il y a une aristocratie républicaine, hein, qui est bien dans les murs, hein, qui profite bien etc. Et puis, on a une sorte de prolétariat, sous-prolétariat de l'Élysée. Et je me dis, ce sous-prolétariat, on va faire une révolution française à l'envers. C'est-à-dire que le prolétariat va rétablir le roi. On va chasser la République au lieu de... on va faire vraiment une révolution à l'envers. Et donc, c'était ça, en fait, l'idée du livre. Et donc, après, il a fallu faire venir. C'est Lucien qui va faire l'agitation, etc. Et donc, ça va se terminer, en effet, par le sacre d'un innocent, qui est Bois, et qui va être sacré roi de France pour son innocence. Mais c'est un sacre, personne n'est au courant, parce que c'est au cours d'une cuite. Ça se termine à l'aube, on sacre le roi, on le crucifie, on le sacre. Plus qu'une cuite, d'ailleurs. Plus qu'une cuite. Et puis, finalement, personne n'est au courant, à part l'AFP qui prend ça pour un gag, évidemment. Mais ça permettra de dire à tous ces gens-là que pendant 24 heures, la France a de nouveau eu un roi. Mais un roi secret. Back at the house, a bottle is found and opened in honor of those who have drowned, while we who have not are stricken with guilt and dutifully see that not one drop is spilt. We're drinking to life, we're drinking to death, we're drinking till none of our livers are left. We're wending our way down to the spirit store. We'll drink till we just can't drink anymore. Raise your glasses high. Drink the cellar dry. Well, bloody my nose and blacken my eye if it ain't some young Turk in search of a fight. And Chanticleer's chest is sagging with pride, for honor has yet to be satisfied. Well, heaven be thanked, we live in an age when no man need bother except on the stage with Dolce et Decorum est, pro patria mori, and definitely not tonight. I can still remember when I was just a kid. I was free to do what I wanted to, but I never ever did. So now, with years of discretion reached, may we not forget liberté, égalité, fraternité. For there's life in the old world yet. There'll always be an England. Oh yes, there will. An Ireland and a France. Indubitably. A Liechtenstein and Finland. Completely undeniable. And we have only one chance. And this young man with an unhealthy tan puts a drink in my hand and says, I understand you're in search of a place to continue the chase of the heavenly taste. I suggest in that case you all come with me to my place by the sea, where the glasses shall be overflowing with free alcoholic delights and free love if you like. For what point has this life if you can't realize your dreams? Oh, raise your glasses high and drink the town dry. We'll drink beyond the boundaries of sense. We'll drink till we start to see lovely pink elephants inside our heads, inside our beds, inside the threads of our pyjama legs. So don't shoot till you see the reds of our eyes and an army of elephants marching behind. From the day I was born till the night I will die, all my lovers will be pink and elephant.
De retour sur Méridien Zéro, donc toujours pour notre émission consacrée à Olivier Molin. Donc vous avez écouté Drinking Song. Je crois que même avec un accent anglais qui n'est pas d'une qualité réprochable, loin s'en faut. Je pense que vous aurez bien compris la thématique de la chanson, donc de Divine Comedy. On peut passer maintenant donc au dernier ouvrage, parce que on a quand même un prétexte et un support, même s'il n'en est nul besoin pour vous inviter. C'est donc Il est paru, je crois, il y a quelques semaines. Ou même pas le 15 mai. Oui. Le 15 mai. Voilà. Oui, c'est ça, parce que je l'ai vu en librairie la semaine dernière. Donc, un nouvel ouvrage, Le bocage à la nage, donc sorti chez Ballant, et donc qu'on peut se procurer dès maintenant. Olivier? Bah écoutez, le bocage à la nage, moi je trouve qu'il y a des points communs à la fois entre le bocage à la nage et les Lumières du ciel, sauf que c'est évidemment pas du tout la même intrigue, puisque les Lumières du ciel étaient plus une sorte de road movie, pour employer des termes, on n'est pas sur Radio Courtoisie, donc on peut employer tous les termes qu'on veut, notamment l'anglais. Il n'y a aucun souci voilà. sur Méridien Et le Zéro, bocage à la nage, on retrouve ton goût pour des personnages un peu de la France profonde, puisque... Enfin, d'une certaine France qui n'est pas très présente dans le roman français actuel, puisque l'un des personnages principaux, c'est Philippe Berthelot, qui est un VRP je crois, en monte de charge pour vieux, c'est ça? Enfin, c'est pas des montes de charge, c'est des escaliers, des montes escaliers électriques pour les personnes âgées, en effet. C'est-à-dire des choses qui s'installent sur les escaliers avec un rail et un système électrique, et qui permet aux gens, soit aux gens handicapés, soit aux gens trop vieux, effectivement, de grimper un escalier. On voit beaucoup d'ailleurs dans certains films américains ou certaines séries Oui, américaines. ça existe beaucoup aux États-Unis, c'est en train en France, ça se vend aussi, mais voilà. Donc, dans ce roman, Philippe Berthelot va croiser, parce que je crois qu'il est issu de la Mayenne, il traverse un peu cette Mayenne, ces marches de la Bretagne, comme tu le dis, avec, il va se faire évidemment très vite, je pense, mis de côté, puisque par son patron. Son horrible patron. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs lire un passage sur le séminaire de l'entreprise qui est terrifiant, et il va croiser le chemin d'une communauté, justement crudo-végétariste. Enfin, il y a une sorte de château, le château du Haut-Plessis, où une espèce d'aristocrate, d'ailleurs, qui s'intéresse beaucoup aux recherches... À l'alchimie. À l'alchimie. Donc voilà, on a déjà tout ce qui fait un bon Molin, et qui a réuni autour de lui un peu des errants, à la fois un couple d'anarchistes, Ninette et Louis, je crois. C'est ça. Des clodos, et puis quelques fous aussi, il faut bien le dire. C'est ça, voilà. C'est en effet l'idée. C'est alors il y a deux personnages principaux, c'est Philippe Berthelot effectivement et son copain Vincent Pointeau, que l'on surnomme Cro-Magnon, parce que c'est un gros type pollué. C'est un ancien d'Afghanistan. Qui est un ancien d'Afghanistan qui a déserté, qui vit dans la forêt de Misdon. Alors, la forêt de Misdon, c'est, pour ceux qui savent, c'est dans le pays de Loiron, ce qu'on appelle à l'ouest de la Mayenne, vers la Bretagne. Et c'était le coin en fait de Jean Chouan. C'est là où il y a une grotte encore aujourd'hui où Jean Chouan s'était réfugié. Et puis il y a la maison familiale de Jean Chouan pas loin. Enfin, on est dans le pays de Jean Chouan. Alors évidemment l'idée, si vous voulez, du livre, pareil, parce qu'un livre, ça naît souvent sur une idée. C'est quand je m'étais baladé, parce que j'avais été à Laval à un moment donné j'avais fait une résidence d'auteur à Laval pendant quelques mois, enfin pendant quelques semaines, peu importe, et je m'étais promené dans le pays de Loiron, et j'avais découvert, donc, et je me suis dit, évidemment, il faut faire revenir les Chouans aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de faire revivre des personnages, et tout le livre, en fait, parce que ce que vous avez dit, c'est la première partie, donc on voit tous ces gens évoluer, il y a cette communauté un peu bizarre, etc. Et puis, il y a, alors ça, c'est, comme j'avais fait le polar précédemment, j'ai voulu remettre une intrigue. Il y a aussi quelque chose de roman policier. J'ai remis une intrigue, j'ai remis une intrigue, et l'intrigue, c'est quoi? C'est que, alors, je vous passe les détails, mais il y a un document qui a été caché dans une maison abandonnée en Mayenne, et qui a été piqué par un de ces débiles, et c'est un document très important qui a été caché là par les services de la DCRI, donc des services secrets français, et qui vont faire une enquête pour le récupérer. Donc ils vont faire une enquête, et petit à petit, comme ils sont quand même très forts, c'est des super flics et tout, ils vont arriver dans ce lieu, ils vont savoir que le truc est gardé là, mais il va y avoir un quiproquo. En fait, il y a plusieurs quiproquos, il y a des séries de quiproquos dans ce livre, c'est que personne ne sait qui est l'autre, quoi. Et ça va se terminer en fait par un affrontement, je voulais en arriver là, tous ces gens vont se défendre contre les services secrets, ils savent pas que c'est des flics, et vont les foutre dehors. Voilà. Donc l'idée, pour moi, c'était ça, la chouannerie. C'est-à-dire que c'était la dernière page, je voulais en arriver là. C'est-à-dire une chouannerie où finalement
on vire les Sur le milieu des VRP, dans la première partie du livre, tu as des pages que je trouve à la fois... c'est des grandes pages de critique sociale, en quelque sorte. C'est assez féroce, puisqu'à un moment donné, ton personnage principal se retrouve évidemment invité avec l'ensemble de l'entreprise, je crois, qui s'appelle... Top Indépendance. Top Indépendance, avec l'horrible Boulbounek. Boulbounek qui est une sorte de mélange entre Patrick Sabatier et un animateur. Enfin, c'est un type assez représentatif d'un certain monde. Et j'aimerais quand même lire pour nos auditeurs le début de cette description du séminaire que je trouve formidable et qui en plus montre un peu la manière dont Olivier Molin traite tout ça. Donc ils sont dans un hôtel Ibis en plus, on imagine tout à fait ça dans une espèce de zone commerciale un petit peu entourée de lotissements. À 18h05, les lumières s'éteignirent tandis que 2 amplis se mirent à cracher « We are the champion » de Queen. La salle demeura quelques minutes dans l'obscurité, puis un projecteur bleu éclaira le pupitre placé au centre de la scène, derrière lequel Boulbanek se tenait immobile, tout petit, en bras de chemise, engoncé, les bras levés, les doigts en V, la mâchoire serrée, petit dictateur raté. La salle se mit à applaudir. « Mamma mia !» songea Berthelot. Boulbanek demeura quelques instants dans la même position immobile, le front déjà perlé de sueur. La musique se tut et la lumière revint. Les applaudissements baissèrent en intensité avant de mourir. Boulbanek jeta un coup d'œil à ses notes posées sur le pupitre. Il avait prévu 4 parties pour son speech. Motivation, formation, félicitations, humiliation. Il commença par la motivation, rappelant brièvement l'histoire de Top Indépendance et insistant sur ces 2 intuitions géniales à l'origine de l'aventure. 1. Les vieux vivent plus longtemps. 2. Ils ne veulent pas quitter leur maison. Et la conclusion fondatrice, nous leur donnons la possibilité de le faire. Applaudissements nourris. Quel chemin parcouru depuis l'unique mont-escalier proposé il y a 20 ans et la gamme complète d'aujourd'hui, s'époumoner Boulbanek et d'énumérer la gamme. La liberté, le liberté, le simplicité, le majesté, l'ivoire, le dynastie 1 et le dynastie 2. L'innovation au service de nos anciens. Il suait maintenant tout ce qu'il y a d'affreux. Des auréoles masculaient sa chemise sous le bras s'étant pluisé. Il était déchaîné, à fond dans la motivation. Il s'agitait, il gueulait dans le micro. « Top, top !» « Top Indépendance !» répondait la salle d'une seule voix. « On est au top !» criait Boulbanek. « On est au top !» répondait la salle. Voilà, ça donne un peu... Et ça, c'est un peu, c'est les séminaires de formation aujourd'hui et de motivation qui sont inspirés des méthodes de management américaines et qui sont effectivement tellement grotesques qu'il y a quasiment juste à les décrire, quoi. Et donc ton personnage principal va fuir ce monde aussi. Ou d'ailleurs, il n'est pas adapté tellement à ça. Mais non, il n'est pas adapté. Mais c'est-à-dire que dans tous les livres, finalement, quelque part, il y a toujours un petit peu... Il y a une partie de ce monde, de la réalité de ce monde, qui permet en même temps qu'on met en miroir à la seconde partie du livre. C'est-à-dire que on comprend pourquoi les gens veulent partir. Quand on voit ça, on comprend pourquoi on a envie de se barrer dans la forêt, quand même. Bien sûr. Mais après, il y a un truc, c'est quand même, il faut voir, c'est que ce monde aujourd'hui est devenu tellement grotesque sous plein d'aspects que c'est vrai que pour un romancier, c'est du pain béni. C'est-à-dire que tous les jours, on peut voir, il suffit de lire la presse, on a des éléments qui peuvent nourrir, des livres entiers, quoi. Ce qui est, là aussi où ces personnages sont intéressants, c'est qu'ils ils essaient même pas de le changer, ce monde-là, ou de l'affronter. Ils le contournent, ils le quittent et... Ils le contournent, ils le quittent. Et d'ailleurs, tu as une scène à un moment donné où ils sont en train après le séminaire de se bourrer la gueule, il faut bien le dire, et de manger ensemble dans cet hôtel Ibis. Et tu as un des personnages qui n'apparaît pas par la suite d'ailleurs, qui se met à se faire une sorte d'éloge du Moyen-Âge, de l'Inquisition, etc. C'est un des commerciaux. Et c'est un des commerciaux. Parce qu'en fait, je décris ce monde de commerciaux, mais qu'on verra plus après. C'est juste, on suit Philippe Berthelot en fait à ce séminaire, il rencontre ses collègues, et puis ça se termine comme souvent les soirées de commerciaux, ils se poivrent un peu. Et après, effectivement, il y en a un qui simplement parce que qui décroche, quoi, qui se rend compte que ce monde est devenu invivable, mais même dans ses détails. Et donc effectivement, qui en vient à faire un éloge du Moyen Âge et de l'Inquisition. Mais du coup, il cherche autre chose. Et c'est vrai que cette autre chose, c'est aussi, on disait pendant la pause, c'est aussi un moyen de retrouver un réenchantement à un monde qui n'a plus rien de magique. Et je crois que le vrai problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a un monde complètement, effectivement, où on a tout cassé. Enfin, on a cassé l'essentiel, c'est-à-dire... Parler d'enchantement, c'est ça. Enfin, on a cassé tout ce qui était. Moi, je crois qu'un monde n'est pas vivable quand il est uniquement composé de matière. Enfin, les gens deviennent fous, on le voit d'ailleurs. Donc, effectivement, une des. C'est surtout vrai pour la trilogie. Ça l'est un peu moins pour les 2 derniers. Mais en tout cas, la trilogie que j'avais faite, donc
qui étaient mes 3 premiers livres, il y avait effectivement une volonté de ma part, un petit peu mégalo, mais de réenchanter le monde. C'était très clairement, j'avais fait 3 livres et notamment avec les Évangiles du Lac surtout, qui était le livre où je voulais remettre de la vie dans les forêts, des lutins, avec un de mes personnages préférés qui est Suzy. Qui est Suzy, voilà, et Suzy qui est l'héroïne du roman, effectivement, qui est une héroïne qui pense simplement que ce monde ça n'est pas possible d'avoir une forêt avec juste d'avoir un ciel avec juste de l'azote et de l'oxygène, et c'est pas possible. Donc elle veut tout c'est-à-dire que pour moi Suzy, ce personnage, donc c'est une petite fille qui va tellement croire et qui va tellement avoir envie de voir les choses qu'elle va les recréer. Voilà un peu tout le livre. Elle va recréer en effet, dans son. Après comment dire, c'est pas vraiment un livre fantastique au sens propre, hein, ça on voit pas simplement on a des personnages qui vont tellement y croire qu'ils vont les voir, ils vont voir ce qu'ils ont envie de croire, c'est tout. Et ils vont voir que dans la forêt il y a des esprits, il y a de nouveau des lutins, il y a des choses qui nous dépassent, quoi, voilà. Mais ça faisait partie aussi, mais je crois qu'on en a un petit peu parlé en début d'émission, mais c'est une singularité de beaucoup de tes personnages. Je sais que les auditeurs de Méridien Zéro sont assez divers, mais d'une rencontre en fait entre à la fois un certain paganisme et en même temps une nostalgie aussi pour le Moyen-Âge chrétien, on peut le dire. Bien sûr, non, mais je n'oppose pas, il ne faut pas opposer. Je crois que moi, évidemment, j'ai une certaine sympathie, alors, tout dépend de ce qu'on appelle paganisme, mais en tout cas, pour une certaine manière de sentir païenne, entre guillemets, mais qui vous savez, c'était, comment il s'appelait ce grand Colombien, Nicolas Davila Gomez Davila, merci, qui disait que le paganisme est le premier évangile. Donc il y a quand même et surtout dans dans le christianisme médiéval, on ne doit pas forcément les mettre en opposition. Regardez Vincenot. Vincenot n'est pas anti-chrétien du tout. Pourtant, il fait une synthèse entre quelque part entre les Gaulois païens et chrétiens. Enfin bon, tout ça va ensemble, quoi. Ouais, tout ça restant sur la sensibilité finalement, parce que sinon ça tombe dans la dérive sectaire, et pour le coup c'est une pathologie aussi de notre époque. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que moi il y a aucun discours, il y a aucune théorie, etc. C'est simplement il y a très peu de comment dire. Alors parfois effectivement, comme dirait Dieudonné, j'envoie des petites quenelles, comme dit, mais disons qu'il y a pas de théorie, il y a pas de discours. C'est des gens simplement qui, souvent c'est pas les intellos d'ailleurs, mes personnages. C'est des gens qui sentent les choses et qui ont un rapport. Effectivement, Suzy, pour moi, il y a un chapitre qui s'appelle Suzy ou l'innocence. Pour moi, c'est une innocence, c'est-à-dire qu'elle parle aux arbres, elle est mais c'est pas une théoricienne du paganisme ou une théoricienne de quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui a encore un rapport. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir un rapport encore avec les choses et avec la nature notamment. Un vrai rapport, que ce soit pas un rapport marchand, que ce soit pas un rapport d'indifférence ou de tourisme, enfin voilà, qui soit quelque chose que l'on sente. Voilà, ça me paraît important, ça me paraît. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie sans comprendre que à mon sens, on ne respecte que ce qui est sacré. Comment peut-on respecter la nature si on en fait quelque chose uniquement qui soit un réservoir pour la production et qui soit quelque chose on pourra jamais. Voilà. Enfin, je pense que la seule écologie en vérité, elle est sacrée ou elle est pas, quoi. D'ailleurs, cet amour de la nature se voit particulièrement, même si tu l'avais évoqué, notamment des Évangiles du Lac et dans ton dernier livre, mais se voit particulièrement dans celui-là, puisque ça se passe dans le bocage. Et on sait d'ailleurs que le bocage a été particulièrement détruit. Je ne sais pas, cher Jean-Louis, si je peux lire encore un passage du bocage à la nage, parce que tu as, je trouve, une évocation merveilleuse de ce bocage et de sa destruction aussi, et des raisons pour lesquelles il a été détruit. Et je trouve que tu as une manière d'en parler très, très sensuelle et très sensible. Les haies, joyaux du bocage, elles sont larges de plusieurs mètres, constituées de chênes plusieurs fois centenaires, de charmes, de peupliers, de saules et d'ormes, dont on fait les bois de charpente. On en émonte quelques-uns pour favoriser la croissance des rejets et du feuillage. Certaines d'entre elles sont des petits témoignages de la forêt primaire, que l'on a conservées lors des grands défrichements du Moyen-Âge. Quand elles sont composées d'arbres fourragers, elles apportent au plus du gîte, un complément pour l'alimentation des animaux sauvages. On y trouve des fruits et des baies, des noisettes, des prunelles et des mûres, ainsi que des plantes médicinales. Le passereau, la fauvette, le bouvreuil, l'alouette lulu, la givre musicienne, la tourterelle des bois y niche, de même que la rainette arboricole, le lézard vert, la couleuvre à collier et la chauve-souris.
Il y a la haie naturelle, constituée d'espèces variées, la haie basse, taillée, la haie vive, large et touffue, sauvage. 5 à 6 espèces d'arbustes choisis pour leur feuillage, leur floraison et leurs fruits. Un peu de chèvrefeuille parfume le tout. La haie composite brise-vent, de plus de 3 mètres de haut, qui protège les cultures. Toutes ces haies millénaires qui ont façonné le paysage furent une réponse magistrale de la sagesse des anciens à la dégradation et à l'érosion des sols. Elles apportaient en sus le bois de chauffage, abritaient le bétail, protégeaient des vents froids, amélioraient l'alimentation des nappes phréatiques, favorisaient la diversité de la vie. Mêlées aux tahus et aux mares, elles ont créé le bocage, ce paysage d'équilibre. Las, comme dit Peggy, l'époque est venue de ceux qui font le malin, de ceux qui considèrent qu'être né en dernier est un gage de supériorité, de ceux qui regardent le passé avec un petit sourire paternaliste. Si l'on supprime les haies, on gagnerait de la surface agricole, pensèrent les malins en clignant de l'œil. Il y eut les remembrements intensifs, la destruction des haies subventionnées par l'État, le comblement des mares, l'assassinat des grenouilles rieuses et des tritons crêtés, l'agrandissement des parcelles et la monoculture. Là où l'on cultivait 10 espèces, il n'en resta plus qu'une qu'il fallut inonder de pesticides pour éviter les maladies que toute culture unique appelle. Le résultat ne se fit pas attendre. Ruissellement, érosion, inondation, cours d'eau pollués, disparition des poissons, appauvrissement des nappes phréatiques, assèchement des zones humides, disparition des oiseaux, prolifération des vers et des insectes nuisibles, utilisation de chimie, là encore, pour s'en débarrasser. 15 millions d'hectares remembrés, 1 500 000 km de haies arrachées sur 2 millions. Des destructions irréversibles, l'équilibre ancestral brisé à tout jamais, du vandalisme vendu sous le nom de progrès, de la bêtise grasse et orgueilleuse. Il est vrai que l'histoire, parce que moi je suis alsacien de naissance, et donc comme vous savez dans l'Est il n'y a pas de bocage, c'est des paysages complètement ouverts, d'un village en Alsace on voit le clocher de l'autre, et ça m'a fasciné effectivement ce paysage que je connaissais très peu en fait, donc là où il en reste, parce qu'il en reste très peu, mais en Mayenne il reste certains paysages de bocage, en Normandie également, en Bretagne ça a été quasiment rasé entièrement, mais il reste quelques, et c'est vrai que c'est fascinant parce que ce sont des haies qui sont très larges, qui font 3 mètres, c'est des petits morceaux de forêt en fait entre les champs. Et c'est pas pour rien évidemment qu'on le fasse, c'est ce que je dis là, c'est-à-dire que si on a inventé le bocage, c'est pas pour rien, et il est vrai que j'ai retrouvé dans ce vandalisme, dans ce qu'on a fait subir au bocage, d'ailleurs vous savez qu'aujourd'hui du reste je le dis pas dans ce livre, mais on redonne de l'argent aux paysans pour replanter, alors que c'est complètement, mais c'est vrai que c'est un exemple pour moi fabuleux de vandalisme et de crétinerie orgueilleuse, c'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment donné, c'est pour augmenter la production et la productivité en vérité, c'est se dire tiens on va gagner de la surface, donc on va, et on a connu effectivement le bocage a connu des problèmes, et puis d'abord c'est moche aujourd'hui, et puis surtout ça marche plus quoi. Enfin c'est Mais c'est ça qui est beau d'ailleurs dans le passage, tu montres bien l'utilité du bocage, très utile, concret, en même temps la beauté de cette diversité avec tous ces animaux. D'ailleurs l'alouette Lulu, c'est la première fois que j'en entends parler. Voilà, mais c'est intéressant ce passage parce que... Et puis c'est assez rageant mais ça c'est typiquement là on est dans l'idéologie du progrès la plus bête et la plus basique, c'est-à-dire que c'est de se dire qu'à partir du moment demain sera mieux qu'hier forcément, et hier était moins bien qu'aujourd'hui forcément, c'est-à-dire par définition, dans tout. Si vous dites le contraire, vous êtes réac. Ça c'est quand même quelque chose de complètement fascinant, et pour le bocage c'était ça, c'est de se dire que de toute façon des ingénieurs, des crânes neufs ingénieurs des ministères qui se sont dit on est beaucoup plus malin que les anciens, on va faire, voilà, donc ça m'a parce que quand j'étais là-bas je me suis un peu intéressé à la question et ça m'a vraiment interpellé quoi, comme on dit. Oui, c'est d'autant plus intéressant que globalement c'est les technocrates de l'époque. Il n'y a pas de camp ou d'étiquette politique en fait pour la crétinerie, et en particulier pour la crétinerie du progrès. Non, je suis absolument d'accord avec vous. C'est pas, même aujourd'hui quand on voit, le progrès, parce que pour moi c'est une des questions essentielles aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut être anti-progrès, c'est pas du tout la question, parce qu'il y a certains progrès qui sont tout à fait profitables aux communautés, il faut les garder. Mais simplement, l'histoire du progrès systématique, ça devient un vrai problème. L'histoire du progrès qu'on nous vend systématiquement, et ça c'est remis en cause par personne. Et surtout, moi, ce que je trouve le plus bizarre dans cette histoire, c'est que on nous vend quand même une démocratie, et en fait il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui concernent nos vies directement, qui ne sont absolument pas débattues par personne. C'est-à-dire que c'est un expert qui va prendre une décision pour nous tous, qui va dire c'est bon pour vous. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est ce que disait Ellul, du reste ni plus ni moins, simplement qu'à un moment donné, le progrès, il faut en discuter. C'est-à-dire qu'il faut dire voilà, s'il y a un progrès, voilà ce qu'on gagne, mais voilà ce qu'on perd. Parce qu'Ellul, ça l'a montré. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très clair. Le progrès est biface, c'est-à-dire qu'on gagne quelque chose, mais on perd quelque chose. C'est automatique. C'est-à-dire que c'est pas en fonction d'utilisation qu'on fait du progrès, comme disent certains, c'est automatique. On gagne, mais on perd. Donc le tout, c'est de mettre sur la table, voilà le progrès que je vous propose, voilà ce que vous allez gagner, mais voilà ce que vous allez perdre.
Et là, on discute. Il y a des choses, on dit, on est prêt à perdre ça pour ça, mais il y a certaines choses qu'on n'est pas prêt de perdre, et donc on va de vous progrès. Et ça, c'est pas du tout fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, c'est ça, vous voyez, qui me gêne. C'est plus l'histoire de dire que toute invention, toute cochonnerie inventée par une tête d'œuf ou un ingénieur va être appliquée sans penser aux conséquences que ça va avoir, et qui détruisent en vérité toute notre cadre de vie, même pas seulement notre cadre de vie, la beauté des choses, etc. Oui, Voilà, on peut même étendre ça sur des choses bien plus larges, parce que je pense par exemple au débat qui est récurrent et sous-jacent sur en gros qu'est-ce qu'on fait par rapport au vieillissement de la population. Est-ce qu'on fait venir plus de population immigrée pour compenser là, mais pour garder le même niveau de vie, le sens inverse n'est jamais proposé, le fait à un moment de vivre mieux peut-être en un sens avec une immigration contenue, voire arrêtée, mais en effet un niveau de vie général qui baisse. Non, mais je pense que il y a aujourd'hui des impensés, et vous parlez de politique, c'est pour ça que moi la politique m'intéresse quand même assez peu. Après, elle m'intéresse d'un point de vue comme tout le monde, mais je veux dire que dans le spectre politique, finalement, il y a des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Il y a des impensés, en fait. Des choses, par exemple, qu'aujourd'hui, personne, à ma connaissance, ne remet en cause la croissance. Même pas les Verts. Il y a eu un Vert, mon écoché, qui la remettait, mais qui voyageait en avion à New York tous les jours, donc c'était pas très sérieux. Oui, mais là on est dans le fait ce que je dis. Voilà, mais sinon il y a très peu ça se fait la croissance, le progrès, c'est des choses qui ne sont pas discutées. Sur cette dynamique en fait archéofuturiste, parce que ça fait intéressant aussi. Je pense que c'est des thématiques que ici vous avez abordées à plusieurs reprises. Moi, je pense à la fois, d'ailleurs, ça va peut-être étonner certains, à la devise d'une association de musiciens noirs américains qui disait Ancient to the future, les anciens pour le futur. Et donc c'est l'archéofuturiste de Guillaume Fay aussi, Guillaume Fay a changé. Donc tu vois, c'est les Africains et Guillaume Fay en même temps. Ça peut être assez amusant. Et donc être ancien pour le futur, s'appuyer sur les racines, mais pour construire, pas du tout de revenir d'ailleurs à des choses anciennes. On ne revient pas sur le... Voilà, la question, c'est pas forcément de revenir au sens, parce que tu as raison, on revient pas. Mais après, ce qui est intéressant comme aujourd'hui, c'est de réfléchir à des moments historiques où finalement, notamment, c'est un peu ce que fait Michéa, ce qu'a fait Lâche, etc. Mais des moments historiques où il y a eu un socialisme qui, après la révolution industrielle, avec la révolution industrielle, finalement, n'est pas du tout le socialisme qu'on nous vend aujourd'hui. C'est-à-dire un socialisme qui était enraciné, qui cherchait l'enracinement. Bon, ça, c'est très intéressant, tout ça. Tu le cites d'ailleurs, William Morris. William Morris, voilà. Un jour consacrer d'ailleurs une émission là-dessus, mais William Morris est quelqu'un qui, de fait, toute son utopie socialiste se base sur une nostalgie d'ailleurs tout à fait intéressante pour certains modes de vie médiévale aussi. Et qui a trouvé sa traduction artistique, puisque William Morris a été le promoteur, un des promoteurs du néo-gothique en Angleterre, et bon, ça a débordé sur une partie de l'Europe. Exactement. Et donc voilà, toutes ces questions, c'est des questions qui sont un petit peu traitées mais c'est des choses qui aujourd'hui, moi, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est combien toutes ces questions sont verrouillées en fait. Notamment, elles sont verrouillées en tout cas dans l'élite qui nous dirige et puis dans toutes les têtes d'œufs qui nous gouvernent, quoi. C'est verrouillé de partout. Je vous dis, je suis né en 1890. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je suis né ici. Mes parents ont toujours habité ici, mes grands-parents aussi. J'ai exercé le métier de maréchal, j'ai continué jusqu'à quel âge? J'avais 70 ans quand j'ai arrêté. Maintenant, je bricole encore un peu, j'en ai 85. Et puis, mon frère, maintenant, à ce âge-ci, qu'est-ce que vous voulez? On se repose. À force de frapper l'enclume, de regarder passer les lunes, tu sais parler de nos aïeux comme s'ils n'avaient jamais été vieux. La cheminée s'étonne encore, la charrue ne s'essouffle plus. Tu ressembles à ces chercheurs d'or qui auraient un secret de plus. Ta bouche est sucrée de légendes que l'on déguste comme un festin qui n'est pas à vendre, mais qui se donne comme un matin. Et quand l'hiver
prenant pour un faux printemps. Tu nous parles d'une anémone poussée au cœur de tes 20 ans. Au marécage de ton passé, j'irai offrir mes pieds honteux. J'auréolerai de tes années celles qui feront de moi un vieux. Puis cet ode resté à Émile, au plus grand maréchal Ferrand. Puis cet ode resté à Émile, au petit vieux de tous les temps. Quand la machine ne tourne plus, que l'heure du glas approche, on se chante un tout petit vin, on se boit un dernier refrain. Et puis, tranquille, on peut partir torcher le cul au firmament. Méridien Zéro, toujours. Nous allons finir donc cette dernière demi-heure sur et avec Olivier Molin et Olivier François. Donc vous venez d'écouter l'Ode à Émile. Alors le choix musical en ce qui me concerne est rarement par hasard, considérant qu'à un moment la musique fait aussi partie et peut avoir un rôle illustratif. Il se trouve en l'occurrence que c'est un groupe Ange qui était un groupe franc-comtois qui, dans les années 70, au moment où avait fleuri toute une vague de groupes de rock français, et donc en gros à l'époque des débuts de Téléphone et d'autres qui ont pu être plus connus. Donc Ange, qui était un groupe jurassien, avait décidé d'essayer de faire du rock enraciné, du rock où ils allaient parler de ce qu'ils connaissaient. Et donc avec toute une série de chansons qui peuvent avoir cette tendance à l'enchantement et à évoquer en gros de la magie au sens très général du terme. Et également cette chanson donc, qui est une ode à un vieux monsieur, un vieux maréchal Ferrand, qui vivait dans le village du Jura, d'où était issue une bonne partie du groupe. Voilà, et comme ça rejoignait globalement ce qu'on a pu évoquer dans la demi-heure précédente, ça tombait bien. Pour finir cette demi-heure, donc nous allons évoquer à la fois la question de la littérature au sens plus général, un certain nombre de polémiques qui ont pu marquer ces 2 ou 3 dernières années. Et en particulier l'année dernière avec Richard Millet, puis aussi un certain nombre de choses qu'Olivier Molin peut animer justement autour de la littérature et avec des gens qui font de la littérature. Qu'est-ce que vous pensez en fait de toute cette polémique qui a pu avoir lieu l'année dernière? Alors la polémique autour de Richard Millet, on peut la rappeler. Elle est sur un livre dans lequel il avait eu un essai. Sur la littérature ou c'était une annexe, un appendice, si je ne m'abuse. C'était Éloge littéraire d'Anders Breivik. Dont le titre était Éloge littéraire d'Anders Breivik. Alors forcément, tout de suite, les médias, un certain nombre d'auteurs se sont emparés de ce titre, qui en fin de compte n'avait finalement pas grand-chose à voir en tant que tel, ou en tout cas ne disait pas ce qu'il voulait dire. On peut dire que le titre était un petit peu caché le fond du texte. Oui, tout à fait, exactement. Qui était à la fois évidemment une réflexion sur ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement, mais aussi une réflexion plus large sur la fin d'une civilisation. Tout à fait. On en parlait au début d'ailleurs avec Dominique Vénère, c'était ça l'inquiétude de Richard Millet, à mon avis. D'ailleurs, n'était pas seulement une inquiétude devant l'immigration de masse et la transformation de la population française, mais aussi une réflexion sur la fin de la langue, la fin d'un certain nombre de codes sociaux auxquels il était attaché. Et moi, c'est d'ailleurs ce qui me semble plus intéressant que la simple critique de l'immigration. Bien sûr.
Tout à fait, c'est plus large. Et c'est vrai que de fait, si on lit relativement vite, ou si on simplifie le point de vue Millet, ce serait à la limite de dire il n'y a plus de langue, il n'y a plus de littérature. Quel est votre point de vue votre point de vue là-dessus, il est moins. Comment dire, Millet, d'abord, je tiens à dire que c'est pour moi c'est un grand écrivain, incontestablement. C'est un des grands qu'on a. Donc c'est un peu dommage que tout le monde lui soit tombé dessus et essayer de le détruire, de le tuer socialement. Après, évidemment, sur son constat. Qu'il n'y a plus d'écrivains, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il est très pessimiste. Après, il est vrai que Millet, c'est un écrivain très classique, un écrivain qui manie encore une langue. On pourrait presque dire qu'on est opposé, quelque part littérairement, ce qui veut pas dire que j'estime pas. C'est une langue très barésienne. Mais c'est une langue extrêmement, barésienne, extrêmement littéraire. C'est très très littéraire. Alors, en effet, cette langue-là, oui, elle disparaît probablement. Il en est certainement un des derniers représentants. De là à affirmer que la littérature en tant que telle disparaît, moi, je serais quand même moins pessimiste, quoi. Ouais. Justement une question, parce que tu parles de Richard Millet pour lequel tu as de l'admiration, et comment ne pas en avoir, parce qu'il est peut-être le dernier représentant de la grande tradition. On parlait de Barrès, mais on peut le mettre dans la ligne un peu Barrès jusqu'à Julien Gracq, qui a cette littérature française un peu altière, comme ça, aristocratique, mais qui a fait... alors je fais un peu qui a ses lettres de noblesse. Toi, tu appartiens à une autre tradition. Enfin, on l'a dit pendant l'émission. Quels sont les écrivains contemporains duquel, alors c'est une question un peu bateau, je suis désolé, mais duquel tu te sens le plus proche et que tu lis avec plaisir? Alors, je lis avec plaisir, j'en lis quand même certains avec plaisir, mais notamment je lis certains écrivains qui viennent du polar avec plaisir aujourd'hui. Notamment un auteur qui, à mon sens, n'est pas du tout assez lu et assez connu, qui a pourtant écrit énormément. C'est une sorte de Simenon, il a écrit plus de 200 livres. C'est Pierre Pelot. Pierre Pelot, qui vit dans les Vosges, je ne sais pas si vous connaissez, et qui a écrit quelques... Alors, Pierre Pelot, c'est très inégal, parce qu'il a écrit beaucoup. Il a écrit notamment des westerns vosgiens à une époque, mais il a écrit aussi des très beaux livres qui se passent toujours dans les forêts vosgiennes, qui sont extrêmement angoissants, et enfin, c'est vraiment un auteur que je trouve magnifique. Parfois, certains le considèrent comme un des derniers grands auteurs populaires français. Auteurs populaires, alors là encore, c'est comme on parlait avant du polar, du noir. On aime bien mettre des codes et des étiquettes, mais il y a certains romans qui sont vraiment des très très grands romans. Voilà. Toujours le roman noir malgré tout. Non, pas toujours, mais en l'occurrence, je trouve que le roman noir français se porte plutôt bien. Et puis alors il paraît que la SF, alors je connais beaucoup moins, mais la science-fiction pratiquait des choses aussi très bien. Mais je vous dis, ce genre, moi, Pelot, en vérité, il y a des livres que j'ai lus de Pelot, que ce soit de noir ou pas noir, je m'en fiche. La forêt, il y en a un, je cherche le nom tout en parlant, mais je le trouve plus. Donc c'est pas du tout. La forêt sombre. Non, mais c'est pas du tout pour l'enfermer dans le noir, mais il y a comme pas si en fait, il y a pas un flic dans son roman, il y a pas, voilà, c'est simplement il y a une sorte de terreur qui se passe dans la forêt avec des choses qui remontent, de la mémoire, des souvenirs, etc. C'est un livre magnifique, quoi. Mais comme si pour toi, au fond, la littérature que tu aimes s'était réfugiée dans ce qu'on appelle d'ailleurs de manière un peu, forme condescendante, les formes un peu à la marge. Donc le roman noir, la SF. Non, mais il est vrai que elle s'est réfugiée si on veut, mais il est vrai qu'il y a eu, on en parlait un peu avant, il y a la littérature française depuis quelque temps, elle a eu tendance, en effet, à mon sens aussi, à être trop nombriliste. C'est-à-dire, à se préoccuper de je t'aime moi non plus devant une pizza, ça va 2 minutes, quoi. Je pense, à mon avis, on est en train un petit peu de sortir de ça. Mais je vous dis ça, moi je suis pas un spécialiste de la littérature contemporaine. Je vois ça un petit peu par impression, de loin, et j'ai l'impression qu'on en sort quand même. Il y a des choses, il y a de nouveau un souffle, à mon avis, qui est en train de reprendre. Espérons que ça dure, mais je pense qu'il y a eu en effet... toute une littérature qui finalement, le problème, qui n'a plus grand chose à dire, quoi. C'est ça, qui a plus grand chose à dire et qui a même pas forcément une belle manière de. Oui, voilà, c'est ça. De le dire, c'est ça. L'attrait de la langue ou la qualité de la langue pour se justifier, finalement. Voilà. Donc mais sinon non, il y a quand même des livres. Moi, là par exemple, j'avais lu il y a 2 ans l'avant-dernier livre de Dutertre, l'été 75 ou 76 ou 74, je sais plus. Enfin, qui était par là, 74, 75, mais qui était vraiment formidable. Un livre, moi puis on est souvent, quand on écrit sur ces livres, on est souvent impressionné par les livres qu'on saurait pas forcément faire. Et là, c'est un livre où il raconte, où il parle de lui, mais de manière très pudique, et de sa jeunesse et de la manière dont il s'est construit, dont il a connu la musique. C'est un livre que je trouvais fascinant, parce que d'abord, il y a parler de soi avec une telle pudeur, il faut le faire déjà. Et en disant juste ce qu'il faut pour que je trouvais que c'était un très beau livre. Il y a Sylvain Tesson, qui a écrit quand même des livres. Moi, j'aime beaucoup Sylvain Tesson, je préfère encore quand il s'arrête de voyager, je le trouve encore meilleur. Notamment dans la cabane en Sibérie, je trouve que c'est un livre merveilleux. Comment ça s'appelle un hiver en Sibérie, je crois, dans les forêts de Sibérie, qui est un livre vraiment étonnant, là, pareil.
formidable dans ce qu'il va même chercher en lui, quoi. Enfin, voilà, non, il y a quand même des choses, faut pas être trop. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des choses qui se passent qui sont bien. Je crois que tu as une passion, et je pense que c'est bien d'en parler, particulièrement sur les ondes de Méridien Zéro, pour Jean-Claude Albertveille. Oui, en effet. Donc tu étais un des lecteurs. Oui, j'ai été un des grands lecteurs, un des premiers, peut-être pas, mais dont Monsieur PGL est un proche. Tout à fait. Mais j'ai en effet lu Albertveille, je l'ai rencontré à plusieurs reprises avec un ami à l'époque, on était allé le voir dans son bar La Pampoulia. Voilà, qui est au cœur du Marais. Au cœur du Marais, rue Sainte-Croix-la-Bretonnerie, je crois. Oui. Et effectivement, moi quand j'ai découvert cet univers, cette trilogie... Et tu peux en parler un peu d'Albertveille, parce que certains, malheureusement, c'est un auteur aujourd'hui un peu secret. C'est un auteur un peu secret, en effet. Moi, je reste persuadé que Jean-Claude Albertveille reviendra un jour. Quand je dis reviendra, c'est-à-dire que une œuvre comme ça, même si elle est courte, hein, c'est 3 livres, il y a des choses à côté, mais il y a une trilogie, mais je pense que cette trilogie sera redécouverte encore par un éditeur et c'est un univers tellement, tellement singulier, tellement propre à lui, tellement délirant, et avec notamment, alors malheureusement le 3e, parce qu'il y a donc, les titres sont compliqués parce qu'il avait commencé par les éditer sous un nom, puis il a changé en cours de route. En gros, ça donnait, il y avait Europia, Franchoupia, Sibéria. Ça, c'est les 3. Et c'était des uchronies. Et c'est des uchronies, exactement. Pour allécher un peu nos auditeurs, il faut dire que Jean-Claude Albertveille a imaginé un monde qui aurait bifurqué au moment de... Hitler a gagné la guerre, en gros. Voilà, Hitler a gagné la guerre, et donc on est l'empire, donc l'Europe est allemande, nazie, elle est dénazifiée dans les années 50, hein, donc elle est... Mais enfin, ça reste une sorte d'empire avec des guerriens, et avec un grand chef, il y en a un qui est alsacien, enfin il y en a plusieurs qui se succèdent, et il y a là-dedans des histoires d'espionnage, des histoires... Et c'est un univers complètement délirant, c'est-à-dire que Jean-Claude Albertveille, en même temps, essaye de trouver des solutions sociales aux problèmes sociaux. Alors évidemment, il est pas forcément, c'est pas là où il est le meilleur, mais par exemple, il a remarqué que les gens s'ennuyaient un peu, ils savent pas trop quoi faire, parce que le grand empire, évidemment, nazi dénazifié, est un empire de comment dire, on a la prospérité, enfin, les gens s'ennuient un peu, hein, comme en Amérique. Et puis, comme il veut pas de la télébécile, comme il dit, la télé qui rend les gens imbéciles, eh bien, il va construire une grande route de Vladivostok jusqu'au détroit de Gibraltar, qui s'appelle la Pampoulia, qui est une route qui fait 4 km de large, et donc les gens vont et viennent, ils roulent pendant toute leur vie. Ah, c'est une route d'ailleurs. C'est une route, et puis alors, bon, il faut, je sais pas si on peut le dire sur cette antenne, mais parce qu'il a aussi, Jean-Claude Albertveille pense que les gens doivent aussi, on doit leur donner suffisamment de choses joyeuses à faire, et donc il a imaginé sur cette Pampoulia des quantités de services, notamment des stands fait la minute ou des restos léchoirs, et qui permettent aux gens de s'arrêter. Enfin, bon, c'est un univers complètement étonnant. C'est important qu'on parle de Jean-Claude Albertveille, parce que je pense qu'en effet, c'est une œuvre importante. Non, c'est une œuvre tout à fait étonnante. Trop oubliée, et d'ailleurs, il y a des gens oublieux de Jean-Claude Albertveille, puisque je crois que Jean-Claude Albertveille avait été découvert par Jérôme Leroy, donc qui est un auteur de romans policiers. Ah oui, Jérôme Leroy qui est bien aussi. On parlait des auteurs aujourd'hui. Il y a des très bons livres de Jérôme Leroy. Mais je crois que d'ailleurs Jérôme Leroy, qui écoute Méridien Zéro, nous le saluons au passage. Nous le saluons au passage, devrait davantage parler de Jean-Claude Albertveille. Ah oui, il devrait bien sûr faire la promotion de Jean-Claude Albertveille. Alors le problème évidemment de Jean-Claude Albertveille, c'est que c'était un auteur, il vit toujours d'ailleurs. Hein, on parle au passé, mais il vit toujours. Qui est je l'ai croisé dans une ou deux réunions politiques ces 2 ou 3 dernières années. Alors il est pareil. Voilà, donc il vit toujours. Je crois plus qu'il écrit malheureusement, mais il est bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il est un petit peu, comment dire, politiquement incorrect, comme on peut dire. Donc il passe. Donc je pense que c'est une des raisons certainement qui a freiné son. Oui, parce que finalement, c'est bon quand on lit un petit peu hein, les actualités au niveau de l'édition qu'on écoute. C'est vrai qu'à des fois on se dit. J'entendais l'autre jour à la radio. Mais par ailleurs, pour avoir lu une chronique du même livre, je ne sais plus dans quel quotidien, une uchronie, pareil. Alors là, c'était pas Hitler, c'était Lénine. Lénine qui ratait la révolution. En gros, il pouvait pas traverser l'Allemagne dans son wagon plombé. Et donc, pas de révolution. Donc, pas de révolution en Russie. Du coup, pas de contre-révolution en Allemagne. Donc, pas d'où un échec, un échec total d'Adolf Hitler, etc., etc. Bon. Donc promotion finalement, parce que en fin de compte, c'est vrai, lorsqu'un ouvrage est évoqué quand même sur les ondes de grande écoute,
on peut se dire qu'à un moment il va y avoir quand même des retombées, et donc un livre qui globalement et qui par ailleurs est sans doute bon aussi, hein. J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais voilà. Et à côté de ça, il y a en effet Jean-Claude Albertweil qui il y a quelques années avait produit quelque chose qui c'est probablement pour des raisons politiques, ce qui est dommage, parce qu'en vérité on peut très bien, enfin je crois que d'ailleurs c'est un peu la tristesse de notre temps, parce que quand on voit par exemple il y a dans le passé récent, hein, on arrivait très bien à faire la distinction, notamment pendant l'entre-deux-guerres, quand vous lisez les journaux, même le journal de Léoto ou tous les journaux d'époque, c'est fascinant de voir que l'humanité pouvait chroniquer un livre d'un écrivain d'action française et vice versa. C'est-à-dire qu'on arrivait à faire la part des gens en disant je ne partage pas les convictions politiques de ce monsieur, mais je trouve qu'il a du talent. Aujourd'hui, on est incapable de dire ça. Ouais. Et par rapport à Millet, ce qui était le plus frappant, c'était ça dans cette histoire. C'est-à-dire que non seulement qu'on soit en désaccord politique avec Millet, c'est quelque chose qu'on peut envisager, il n'y a pas aucun problème. Mais ce qui devient un petit peu problématique, c'est quand notamment des gens en plus pas forcément brillants, on commence à dire que c'est un écrivain raté, qu'il fallait lui faire perdre son travail quand même, hein, alors que ça n'a. Et là, on sent bien qu'on est dans une époque. Et évidemment, le grand paradoxe, c'est que ce sont souvent des gens qui se réclament de la tolérance, de la démocratie, etc., qui agissent comme ça. Je me souviens d'un truc fascinant, c'était Tar Belgeloun, qui a été un des premiers à crier au loup, hein, crier à Ro. Il avait averti dans Le Monde qu'il attendait le retour de son ami Gallimard pour lui en toucher un mot. Autant dire que quand on voit les ventes de Tar Belgeloun, Gallimard, ça peut faire flancher quelqu'un. Hein, bon. Et 15 jours après, dans Le Monde, il a signé une chronique, ça m'avait frappé, hein, où il disait, parce qu'il parlait donc là des islamistes, etc., en disant que il ne faut céder sur rien, la démocratie, c'est la liberté de penser, la liberté de parole. Et il faisait un éloge sur une page dans Le Monde de la liberté, lui, le même qui 15 jours avant avait flingué un type qui ne pensait pas comme lui. Et là, on est typiquement dans la dualité d'époque, c'est-à-dire que tous les gens agissent comme ça, comme des fripouilles. Hein, ils ont des principes qui n'appliquent pas à la première occasion, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment malheureux. Et Albert Veil, c'est dommage qu'on n'ait pas fait ce distinguo entre le type politiquement qui peut être un peu barjot, même parfois, pourquoi pas le dire, mais peu importe. Après, ce qui importe, c'est l'auteur, enfin c'est le livre, le romancier. Or, le romancier est vraiment extraordinaire, quoi. Ouais. C'est un univers, évidemment, il faut bien préciser qu'on n'y rentre pas comme ça. On peut être très vite choqué parce que c'est un univers très scatologique, hein, c'est un univers très porté sur le sexe, mais un sexe étrange, un sexe qui en même temps n'est pas si sinistre, en vrai, qui est quand même pas très romantique. Enfin, c'est très bizarre. Donc c'est un univers assez particulier. On n'est pas obligé de leur y adhérer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. C'est une langue célinienne, etc. C'est une langue très célinienne, mais en même temps, moi, ce que je trouve, parce qu'il y a un vrai danger aujourd'hui. Hein, le célinisme. Non, mais les gens qui ont voulu faire du Céline, on les connaît, ça n'a jamais marché. C'est ridicule. Albert Veil, je trouve que quelque part, c'est le seul, à mon avis, et c'est moi aussi en ça qui m'avait fasciné, c'est le seul qui a dépassé presque Céline. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est célinien, évidemment, jusqu'au bout des ongles, mais au lieu de faire du Céline ou de revenir un peu en arrière, il va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il a une langue qui est encore plus déstructurée, qui est encore plus... mais paradoxalement... Un peu kitsch. Très lisible. Et là, on se dit qu'il a quand même un talent véridique, quoi. Ouais. Mais sur la question de la langue, juste pour revenir sur une de vos remarques au tout début de la dernière demi-heure, disant il y a un moment qu'il fallait pas opposer, ou c'est peut-être toi Olivier, sur le fait qu'il fallait pas forcément opposer en effet le point de vue de Millet sur la qualité de la langue et par ailleurs en gros ce que vous pouvez écrire. C'est vrai que moi je le ressens comme ça parce que finalement l'insistance que Millet peut avoir sur la langue, c'est aussi un moyen de résister à l'ère du temps et au progrès. Et je pense en particulier, par exemple, à tous ces milieux d'ultra-gauche, hein, les situationnistes, à Debord sur la fin de sa vie, qui à un moment disait, mais finalement, il faut revenir à cette langue de la Renaissance, ou les éditions Lebovici qui se sont mis... à rééditer à la fin de la vie de Gérard Lebovici, qui sont mis à rééditer des ouvrages de littérature de la Renaissance avec une langue qui en effet... Je avec vous. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, ceux qui écrivent quasiment le mieux cette langue-là, c'est cette ultra-gauche-là. je ne sais pas si vous vous rappelez... avec l'encyclopédie des nuisances. Ils ont effectivement une langue classique. Ils ont repris la langue classique. Effectivement, c'est très intéressant. Alors que la bourgeoisie, qui devait être théoriquement, parce que à mon avis, le seul intérêt historique de la bourgeoisie, c'est de conserver les gens. Mais à partir du moment où la bourgeoisie n'a plus cet intérêt, parce que la bourgeoisie en vérité aujourd'hui n'écrit plus comme ça, elle a tout, puis de toute façon tout ça ne l'intéresse plus. Bon, donc elle a plus aucun intérêt. Et ce qui est drôle, effectivement, ça m'avait frappé quand Coupa avait écrit son grand article dans Le Monde, quand elle avait été libérée après l'affaire là de Jarnac, des chemins de fer. Il avait écrit, donc d'abord on avait compris que c'était lui qui avait écrit L'insurrection qui vient, parce que c'était vraiment le même style, et surtout ce style effectivement très
presque du millet, limite on aurait dit du millet, un style très soutenu, très littéraire. Ça, c'était assez amusant. Avec parfois quand même aussi des... Oui, avec des gimmicks aussi. Voilà, des je gimmicks, suis d'accord, parce que on prend par exemple sur quelqu'un que vous connaissez, Francis Cousin, qu'on a déjà reçu, donc qui est édité à la maison d'édition Le Retour aux Sources. C'est vrai que du coup, c'est une langue qui finit aussi par être formatée tellement elle utilise des figures de style qui sont finalement assez semblables, même dans le titre. Oui, c'est vrai. De la misère. La différence, malgré tout, moi, j'ai des amis qui connaissent assez, qui sont même des proches de Julien Coupat. La seule différence aujourd'hui entre Julien Coupat et nous, ou entre Julien Coupat et Richard Millet, c'est que Julien Coupat a accès au journal Le Monde ou à Libération. Hein. Il fait, quand il veut, quand il le veut, un petit... alors qu'il se prétend quand même faire un grand radical, alors que des gens de nos milieux, je n'aime pas ce terme-là, comme Alain de Benoît ou même Francis Cousin aujourd'hui, ne pourraient pas avoir accès au Monde et à Libération. Donc c'est un peu la différence. Et c'est dommage. Tout ce qui nous sépare. Ça fait. Alors du coup, vous n'avez pas en effet beaucoup de relations, et vous l'avez toujours dit, avec ce qu'on pourrait appeler les milieux littéraires. Néanmoins, il y a quand même quelque chose que vous animez, et dans lequel on parle de littérature, c'est le Cercle Cosaque. Oui, c'est vrai. Alors, on a créé ça avec un ami qui s'appelle Romaric Sangars, il y a maintenant plus de 2 ans. Alors à l'origine, c'est vraiment une idée qu'il a eue lui d'ailleurs. On était chez un ami qui a un restaurant dans le 10e arrondissement de Paris et qui ouvrait un bar à côté, un petit bar sympathique. Et puis on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire... Mais à l'origine, ce qui est amusant, c'est qu'on pensait faire ça un peu entre copains, quoi. On s'est dit, il y aura une vingtaine de copains, et puis on boira un coup, très bien. Et on a fait le premier avec François Taillandier, qui nous a fait l'honneur de venir inaugurer notre cercle cosaque. Et on a eu 100 personnes. Donc on a fait un petit peu de bouche à oreille, on a envoyé quelques mails, etc. Et on a eu 100 personnes. Et depuis, effectivement, on désemplit pas. Donc c'est quelque chose apparemment qui enfin, je sais pas si ça manquait, mais en tout cas, il y avait un public pour ça. Et donc, on fait ça aujourd'hui une fois par mois dans le 10e arrondissement, 29 rue Sambre-et-Meuse. En général, c'est le premier jeudi du mois. Donc, on invite un auteur pour parler de ses livres ou pour parler d'un auteur mort. Ça dépend. Donc, on a fait des soirées, notamment d'hommage à Jean-Pierre Martinet, qui est un auteur que j'aime beaucoup. On avait invité Alfred Ebel et Raphaël Sorin, qui avait été, les deux avaient été son éditeur. Voilà, on a fait des soirées. On a invité aussi des auteurs vivants. Qu'est-ce qu'on a invité? On a eu Dantec quand même, ça c'était une belle chose. L'été dernier où il était à Paris, et puis comme il s'est fâché avec son éditeur et sa nouvelle maison d'édition, il a annulé en fait tous ses passages dans les librairies et il est juste allé chez nous au Cercle Cosaque. Ça c'était magnifique. Là on a eu beaucoup de monde, hein. Tout le monde n'a pas pu rentrer. Voilà, qui donc on a eu Richard Millet qui avait lu son petit texte sur Breivik. La première fois il l'a lu chez nous, au Cercle Cosaque. Donc ce qui est très amusant, c'est qu'on en a reparlé avec Romaric après, parce que il l'a lu chez nous, puis 6 mois après il a édité chez Pierre-Guillaume Neuron. Et le texte n'avait pas fait l'unanimité du tout. Hein. Dans le public cosaque, il y a beaucoup de gens qui étaient choqués. François Taillandier, je peux le citer parce qu'il en a fait une chronique dans l'Humanité. Il en a parlé lui-même, donc c'est public. Mais d'autres qui étaient très choqués, qui n'aimaient pas du tout le texte. Mais ce qui est amusant, c'est que personne n'a eu l'idée de dire ce type-là, on va essayer de le choper, de lui faire sauter lui faire perdre son métier, etc. Non, il y a eu une discussion qui disait, moi je trouve, mais une discussion entre honnêtes gens, quoi. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit à partir du moment où c'est devenu, où ça a été publié, là il y a des gens qui l'ont attaqué au bas-ventre, quoi. Enfin, Et ce qui est intéressant sur le cercle cosaque, pour avoir participé à certains cercles cosaques, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné d'ailleurs, mais c'est assez beau de voir que en fait vous êtes en train aussi de réhabiliter la bohème. La bohème avait disparu de Paris, hein. Enfin, depuis quelque temps, Paris devenait triste, et c'était ça aussi. Moi, j'en ai parlé à Romaric et à toi. C'était aussi qu'il y a un lieu un peu vivant. Oui, c'est vrai que c'est devenu où se mêlent des gens où on n'est pas forcément d'accord, où il y a des gens de gauche, des gens de droite, des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite. Ce qui est très intéressant, tout le monde se réunit autour de la littérature. C'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est en effet cet aspect-là. Tu as tout à fait raison. C'est de dire qu'à un moment donné, c'est devenu un lieu. Je sais qu'il y a des gens qui sont très attachés au cercle cosaque, qui attendent vraiment le lieu, enfin qui en rateraient pas un, qui sont contents d'être là, etc. Et en effet, il y a un côté un peu bohème, et puis surtout il y a un côté, ce que tu viens de dire, c'est la littérature qui nous unit tous, et il y a effectivement une sensibilité très différente. On a là-dedans, on a des royalistes, on a des pas des chevènementistes, maintenant comment on appelle ça, Mélenchon, des mélenchonistes, des communistes, des écolos, etc. Enfin bon, il y a eu des croissants, enfin c'est très amusant. Il y a comme ça des gens qui discutent de manière, c'est là où c'est plutôt rassurant, c'est là où on voit finalement, c'est véritablement dans une certaine élite, et notamment les médias et les politiques qui aujourd'hui veulent, cette intolérance, elle n'est pas partagée en fait. Moi, ce qui m'a frappé, et même par des gens, je crois quand même que l'extrême gauche est assez intolérante, hein,
dans son essence. Mais ceci dit, on peut discuter avec certains d'entre eux sans problème. Voilà, donc tout ça se passe très bien. Elle s'est construite, elle s'est structurée finalement sur ces 20 ou 30 dernières années autour de l'intolérance. Oui, voilà. Mais après, il y a extrême gauche, hein, sur pareil. Il y a des gens notamment effectivement qui viennent, qui sont un petit peu plus ou moins de la mouvance de Coupa. Enfin, parce qu'on pourrait le dire. hein. Ça veut pas dire grand-chose, mais voilà. Libertaires, Qui sont en fait, oui, mais avec qui on peut discuter. Enfin, il y a beaucoup de gens avec qui on peut discuter. Voilà. Ouais. Bizarrement, on n'a pas du MP ou de PS. C'est la seule. Voilà, non, mais en tout cas, c'est très sympathique. La littérature. Et puis on a reçu Nolo aussi. On a reçu Nolo parce qu'il avait écrit un livre de chronique que je trouvais très bien et qui a été mon premier éditeur en fait, à l'Esprit des Péninsules. Et donc ça a été comme maintenant depuis qu'il est dans la télé, on peut plus le voir. Là, ça a été une occasion de l'attraper. Ça a été très sympathique aussi. Puis il y a eu, j'ai pas de. Excuse-moi. Oui, et après les lectures, la soirée se prolonge. En fait, généralement, il y a eu Alain Pocard, bien sûr. Alain Pocard qui nous avait parlé des vacances expliquées à Mancheval. L'horreur des vacances. L'horreur des vacances expliquées à Mancheval. Et non, en fait, généralement, on lit des passages, on fait un peu comme ici, on discute avec l'auteur invité. Et puis, après, comment dire, quand la soirée Cosaque est terminée, il y a beaucoup de gens qui restent en effet dans le bar ou dans le restaurant à côté, qui est un restaurant turc formidable. Hein, c'est pas des kebabs, hein, c'est cuisine d'Antioche. Pour être allé chez Barak, en effet. Voilà, chez Barak. Le restaurant chez Barak est formidable. Tout à l'heure sur avant qu'il y ait le cercle cosaque. C'est vrai que c'est un très bon restaurant. Ah oui, c'est très très bon. Et donc les gens cuisine dînent, turque. vraie cuisine turque. Voilà. Les gens dînent, les gens boivent un verre. Enfin, les gens se rencontrent. On a de plus en plus d'éditeurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous voir, ce qui est assez marrant. Qui viennent certainement par intérêt, mais aussi il va savoir pour voir peut-être s'il n'y a pas des. Oui, parce que finalement l'équivalent. C'est vrai que je suis pas forcément. Je suis un peu comme vous, je suis resté un peu à lire plus d'essais que de littérature. Ça, je l'avoue facilement. Et finalement, je suis un peu à l'image de notre époque, parce que finalement, lorsqu'on regarde les ventes, c'est surtout les essais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est dénoncé par Richard Millet dans son essai. Il y a un moment, finalement, ce qui se vend, ce sont des essais. La littérature. Bon. Et donc, c'est vrai que je suis pas forcément au courant de ce qui se fait en termes d'actualité, etc. Mais finalement, il n'y a pas d'équivalent du cercle Cosaque sur Paris. Alors, il y a un moment, un cercle où les gens se réunissent pour écouter des lectures et qui à un moment se réunissent en toute. Je pense qu'il y a quand même, comment dire, le café de la mairie fait des trucs régulièrement, il me semble. Il doit y avoir quand même 2-3. Enfin, il y a pas grand-chose effectivement. À une époque, il y avait le cercle Furstenberg, justement animé par Millet, mais alors qui était un cercle extrêmement. C'est un cercle très secret et très élitiste. Alors que nous, c'est très démocratique et ouvert à tout le monde. C'est libre d'accès. D'accord. Et au niveau actuel, alors bon, le bocage à Hanage vient de sortir, donc je pense pas que vous ayez des projets précis. Par contre, des envies. Ah oui, des envies, j'en ai plein. Enfin, j'ai même des débuts de romans, j'en ai au moins 10 ou 15 qui sont dans mes fichiers. Après, ce qu'il me faut, c'est du temps, quoi. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mais bon, pour l'instant, je peux pas en dire plus parce que Une question, la plupart de tes derniers livres se passent essentiellement hors de Paris. Ouais. Évidemment, parce que Paris est devenue la ville parfois un peu difficile à vivre qu'on connaît. Du coup, Olivier l'a dit, même à l'Élysée, même quand ça se passe à l'Élysée, c'est hors de Paris. Oui, mais c'est hors de Paris. Mais est-ce que t'aurais pas, parce que je me permets d'en parler aux auditeurs, ça nous arrive de parler du vieux Paris qu'on aime tant, qu'on a malheureusement trop peu connu, mais à travers certaines lectures, comme Louis Chevalier notamment, on en parle. Est-ce que t'aurais pas envie édité d'ailleurs par les Bovici, enfin Ivrea. Oui, en partie, oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu n'aurais pas envie d'écrire un livre qui se passerait à Paris ? Peut-être, c'est possible maintenant. C'est une question comme ça. Non, mais c'est possible. Moi, j'aime beaucoup Paris. Après, il est vrai que Paris a été massacré ces dernières décennies de manière irréversible. Il reste quand même encore des petits coins de Paris sympathiques, mais enfin, c'est possible que j'écrive un jour sur Paris. Je m'interdis rien. Enfin. Après, c'est comment dire, les choses viennent. Souvent, je le disais avant, c'est une idée qui va faire un livre. Mais il faut l'idée ou une scène ou n'importe quoi. Voilà. Ouais. Mais quand on s'éloigne, ça c'est un des intérêts, certes minime, mais d'habiter en banlieue. C'est que du coup, lorsqu'on revient, habitant en banlieue même proche, finalement, on ne vient plus à Paris tous les jours, loin s'en faut.
Et du coup, lorsqu'on y revient, on est toujours surpris de la façon dont continue en effet le massacre. Et j'ai eu l'occasion de passer à côté des halles, du chantier des halles, il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a estomaqué. Ah non, mais c'est terrifiant, oui, ça continue, puis ça va pas se... Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrange, à moins d'un changement global des choses. Mais... Très bien. On arrive à la fin de cette émission, donc c'est le moment de vous dire un grand merci. Merci à vous de m'avoir invité. Ça a été un grand plaisir. L'émission était en charge de Lord Igor, qui s'en est occupé et qui, comme d'habitude, parfaitement. Alors cette émission, évidemment, vous l'écoutez sur RBN ce vendredi soir, mais vous pouvez évidemment aussi la retrouver sur notre site, donc Méridien Zéro. Vous la retrouvez en podcast et vous la retrouvez avec toutes les autres émissions, évidemment, que vous pouvez télécharger et réécouter à loisir. Olivier, j'espère qu'on se revoit sous peu. Avec grand plaisir, toujours. On parlait d'Alain Pocard. J'espère bien qu'en effet, il a envie de venir. Voilà, en tout cas, qu'il viendra. Et puis, Olivier, c'est aussi quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et puis, comme on peut le dire à chaque fois, à l'abordage et pas de quartier.